sera donné peut-être la prochaine fois de toutes les matinales de l'année pour que ce soit plus simple. La prochaine fois, ce sera sans doute sur les impôts et la famille, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont bougé sur les impôts et la famille le mois prochain, donc ce sera le sujet. Donc aujourd'hui, nous accueillons Jacques Raymond. Jacques Raymond qui a été inspecteur d'académie à Nîmes, très apprécié, très reconnu et aimé de ses pairs, je crois qu'on peut le dire. Je crois qu'on peut le dire. Et qui est en même temps délégué à l'éducation à la ville de Nîmes, adjoint à l'éducation, et qui va nous entretenir ce matin du projet éducatif territorial. Vous savez qu'en ce moment, la réforme des rythmes scolaires agite un peu les parents, ça met en tension un peu les parents, les professionnels, et du coup les enfants sont là au centre de tout ça. C'est un grand paradoxe, l'enfant est le centre du monde pour toutes les familles et en même temps presque objet de consommation à certains moments lorsqu'on regarde comment se présente l'application de cette réforme dans certains endroits. Bon, je pense qu'il fallait une réforme et qu'il faut qu'elle se fasse. Maintenant c'est difficile, hein, cette application. Je laisse donc la parole à Jacques Raymond. Le remercie tout d'abord de sa présence, du temps passé avec nous, et puis préparez vos questions. Dès qu'il aura terminé, vous pourrez poser des questions. Peut-être qu'on n'est pas très nombreux aussi, vous pouvez peut-être intervenir si vous avez une question brûlante à certains moments. Merci encore. Chère Mireille Lachaud, merci. D'abord, permettez-moi, dans ce début d'année, de vous présenter tous mes voeux pour vos familles et pour vous-même, pour l'UDAF, bien entendu, qui fait une action remarquable dans le domaine, effectivement, des associations familiales. Voilà, donc c'était le moment, effectivement, de vous souhaiter la bonne année, ça tombe bien. Voilà, pour démarrer, Mireille Lachaud, effectivement, m'a présenté. Dans le propos qu'elle a tenu, je voudrais dire tout de suite que je souhaite éviter la confusion entre le projet éducatif territorial et les rythmes scolaires. Effectivement, dans le texte qui met en œuvre les nouveaux rythmes scolaires, il est question du projet éducatif territorial, puisqu'on dit qu'il est conseillé aux communes de s'appuyer sur un projet éducatif pour mettre en place les nouveaux rythmes. D'ailleurs, le ministre Payon, conscient de la difficulté, finalement a différé l'élaboration de ces projets éducatifs territoriaux à mai 2014. À l'origine, c'était décembre 2013. Thierry, venez avec moi. Voilà, quel est Thierry Léouf, que vous connaissez bien, certainement déjà vu, puisqu'il est déjà intervenu. Donc le directeur d'éducation très directement concerné avec Cécile Laousse sur la question du projet éducatif territorial. Voilà, donc je voulais faire un peu cette mise au point au départ, parce que la ville de Nîmes, disons, a souhaité, dès le début du mandat qui se termine, eh bien, se doter d'un projet éducatif. Alors effectivement, pour mettre en place les rythmes scolaires, il est nettement mieux de pouvoir s'appuyer sur un projet éducatif territorial, mais vous savez très bien qu'un certain nombre de communes qui ont déjà démarré dans cette mise en œuvre n'ont pas de projet éducatif territorial, et de toute façon, qu'il y ait en ce qui nous concerne eu ou pas réforme des rythmes scolaires, nous serions dotés d'un projet éducatif territorial. J'espère que j'étais assez clair. Voilà. Donc effectivement, il y a un lien entre les deux. Il vaut mieux avoir un projet éducatif territorial pour mettre en place les nouveaux rythmes scolaires, parce que ça donne une assise, ça donne un cadre au travail dans le champ du périscolaire, mais ça n'est pas une nécessité. Mais nous, de surcroît, nous souhaitions effectivement avoir ce cadre éducatif. Cadre éducatif dont je tiens à dire également, d'entrée de jeu, qu'il concerne l'ensemble des trois temps, le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps extrascolaire.
Bon, alors, la différence entre le temps scolaire, c'est facile. C'est effectivement le temps des enseignements, en quelque sorte. Le temps périscolaire, c'est celui qui le prolonge ou qui le précède dans la journée de classe. Lorsqu'il y a la journée de classe, par exemple, le temps du matin avant les enseignements, le temps du midi, et puis le temps du soir après les heures de classe. À partir du moment où on est dans la journée de classe, les temps qui ne sont pas scolaires sont périscolaires. Et l'extrascolaire, c'est le temps du mercredi, en tout cas jusqu'à maintenant, et le temps des vacances, petites vacances ou grandes vacances, comme on dit familièrement dans notre langage. Ça, c'est également très très important parce que quand on regarde d'autres projets éducatifs territoriaux, on s'aperçoit qu'ils concernent un temps particulier et pas forcément les 3 temps. Donc nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'est effectivement d'avoir une vision sur l'ensemble des temps de l'enfant. Où qu'il soit, on ne saucissonne pas l'enfant, pardonnez-moi la familiarité, on doit le considérer dans sa globalité et dans sa cohérence. Donc on a besoin effectivement d'articuler les différents temps. Voilà, alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, sur cet ordinateur, ça doit... Ah, comment ça fonctionne celui-ci? Voilà, je trouve le mode d'emploi de l'ordinateur. Voilà, donc une première diapositive pour expliquer justement pour préciser ce que je viens de dire à l'instant, à savoir que c'est une démarche qui est engagée depuis un certain temps. Bon, Thierry Léoufre le sait, puisqu'il y a plus que largement contribué. Nous avons effectivement effectué les premiers constats. On s'est aperçu, peut-être pas tout à fait par hasard, mais qu'au début donc, du mandat, je disais, qui s'achève, qu'il y a une richesse éducative à Nîmes tout à fait considérable. Sauf qu'on n'avait pas beaucoup de lisibilité sur cette richesse. C'est-à-dire que finalement, on avait un certain nombre de dispositifs ou d'actions éducatives juxtaposées. Et dans les échanges, par exemple, avec les directeurs d'école, on s'est aperçu que les directeurs connaissaient évidemment ce qui se passait dans leur école, mais pas forcément ce qui pouvait se passer ailleurs et qui aurait pu les intéresser. Donc, il ne s'agit pas là encore d'empiler ou de juxtaposer les dispositifs et les actions, mais de pouvoir se dire, voilà, par rapport à ce qu'on souhaite faire au regard du projet d'école, il serait intéressant d'aller dans telle direction ou telle autre direction, de mettre en place telle action ou telle autre action, tel dispositif ou tel autre dispositif. Et on n'avait pas cette visibilité. On s'est aperçu, par exemple, lorsqu'on a fait le premier constat et le premier inventaire, qu'on était quelque chose autour de 17-18 dispositifs qui fonctionnaient en quelque sorte dans la ville, et dont notamment les directeurs d'école ne connaissaient qu'une petite partie, celle qui les concernait très directement. Voilà, donc j'ai encore à l'esprit d'ailleurs le premier schéma, c'est Thierry qui l'a fait, effectivement, de la juxtaposition qu'on a essayé ensuite d'organiser selon que les actions concernaient plus l'enfant dans le temps scolaire, plus l'enfant dans le temps périscolaire, concernaient l'enfant à l'école, l'enfant dans sa famille. On a fait cet effort en quelque sorte de clarification et de catégorisation des actions. On va en voir un exemple tout à l'heure. Alors à partir de là, on a engagé effectivement un travail plus exhaustif et un travail de diagnostic. Donc à partir de janvier, il y a des petites icônes sur le... Je ne sais pas comment on les enlève, sur la droite qui masquent un peu, c'est pas grave. Donc à partir de janvier 2011, et bon, là j'ai récapitulé, je vais aller vite là-dessus parce que ça n'a pas un intérêt majeur, c'est simplement pour montrer que c'est une démarche qui est engagée justement bien avant qu'on ne parle d'une réforme des rythmes scolaires. Encore que le gouvernement précédent en parlait, puisque vous le savez, Luc Châtel avait également initié quelque chose dans le domaine. Pour revenir un petit instant là-dessus, puis peut-être qu'on y reviendra dans la discussion et dans l'échange, je veux dire que c'est une problématique qui n'est pas récente, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure en aparté. Moi, ça fait maintenant plus de 50 ans d'éducation, entre mes 43 ans et demi d'activité professionnelle et mes 6 ans maintenant de mandat, j'ai un demi-siècle d'éducation. Et quand j'ai commencé effectivement à enseigner, je ne parle pas de mes années d'enfance et d'adolescence, on parlait déjà effectivement de la nécessité de réformer les rythmes scolaires. C'est un vrai problème, et il y a effectivement une nécessité absolue de traiter cette question. Voilà.
Mais vous voyez, là, on avait commencé largement avant, donc avec des deux premières préconisations à l'automne 2011. Il y a eu effectivement un cadre qui a été présenté. Je crois que ce qui est important à dire également, c'est que ce projet éducatif territorial pour Nîmes, il a reçu l'approbation du conseil municipal. C'est-à-dire que c'est un acte politique au sens fort du terme. Le projet éducatif territorial, ça n'est pas le projet de la direction de l'éducation de la ville de Nîmes, c'est le projet de l'ensemble des directions et, disons, des responsables élus de la ville. Ça, je crois que c'est très très important de le dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où le conseil municipal l'a approuvé, l'a voté, il s'impose à tous les élus, il s'impose à toutes les directions de la ville. Et, bon, et on le souhaite évidemment que les partenaires, à qui il ne s'impose pas, mais dans la mesure où il y a partenariat, on peut espérer qu'effectivement ils le prendront aussi en considération. Alors vous voyez, on a procédé en deux temps. D'abord le cadre, avec les principes et les lignes de force du projet éducatif. Ça a fait l'objet d'une délibération le 1er juin 2013 et on a voté récemment, donc le 14 décembre 2013, le projet dans sa forme définitive. La version papier, c'est celle-là, et si tel ou tel est intéressé, on peut vous en communiquer évidemment la version numérique. Pas la version papier, il y a trop de papier, on va faire des économies de papier et on va être éco-citoyen. Donc on fait en sorte, j'en ai une version, je ne devrais pas vous la montrer parce que c'est effectivement, c'est pas... Mais voilà, on a évité en tout cas de multiplier les versions papier et par contre les versions numériques, si vous le souhaitez, à ce moment il suffira tout à l'heure que vous mettiez une adresse informatique et on pourra vous communiquer. Il y a quand même 100 et quelques pages, 120 ou 130 pages, donc on préfère en faire l'économie. Je ne sais plus sur quoi j'ai appuyé tout à l'heure. Peut-être là-dessus, voilà. Alors, ce que je voulais dire également, avant de rentrer dans le détail du projet, c'est que ce que nous souhaitions également, c'est la continuité avec l'éducation nationale. Et pour qu'il y ait continuité avec l'éducation nationale, il ne s'agit pas que la ville, disons, agisse, disons, de son côté. Ce qui nous paraissait important, c'est qu'effectivement, il y ait un système de référence qui soit, disons, celle de l'éducation, qui soit celui de l'éducation nationale. Donc on s'est appuyé pour ça, bien entendu. Alors vous allez me dire, vous aviez commencé avant, vous nous l'avez dit, mais il est bien évident qu'on s'adapte et qu'avant la loi d'ailleurs de juillet 2013, il y a eu d'autres lois d'orientation et de programmation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souhaité effectivement prendre appui au maximum sur les textes de référence de l'éducation. Alors en partie, bon, la loi de programmation, mais en particulier le socle commun de connaissances de compétences, vous savez, je ne sais pas si vous savez, les fameux 7 piliers donc de l'éducation nationale, parce qu'on pense qu'effectivement, d'ailleurs quand on les regarde les uns après les autres, je veux dire que dans le temps scolaire, les 7 piliers du socle commun de connaissances, de compétences et de culture sont déclinés, disons, selon le volet pédagogique. Nous, on décline ça selon un volet périscolaire, c'est-à-dire que quand on parle d'informatique, quand on parle de langue, quand on parle de citoyenneté, etc., eh bien, il y a une manière d'aborder les choses sous l'angle pédagogique à l'école dans le temps scolaire, et puis il y a des manières différentes dans le temps périscolaire ou dans le temps extrascolaire, de manière plus ludique, de manière différente en tout cas, de manière éducative. Alors c'est toujours difficile de faire un peu le distinguo entre le pédagogique et l'éducatif, parce que le pédagogique est dans l'éducatif, mais c'est pour essayer de simplifier les choses. Bien entendu, à l'école, on fait de l'éducatif quand on fait du pédagogique, mais quand on est une collectivité territoriale, on ne fait pas de pédagogique. Ce serait une ingérence, effectivement, dans les affaires de l'éducation nationale. Par contre, nous avons l'ambition de faire de l'éducatif. Voilà, donc ce sont des déclinaisons. Juste décalation, oui. Voilà, merci Mireille. Donc voilà, ça c'est extrêmement important, les 7 piliers en question et les compétences qui sont, disons, structurées au travers des 7 piliers, eh bien, on peut les travailler de la même façon, simplement de manière complémentaire aux pratiques de l'école. Voilà, mais en même temps ça assure une cohérence, ça assure une globalité, ça assure des continuités. Bien entendu, la charte de la laïcité, extrêmement important, j'insiste pas là-dessus. Le projet académique, puisqu'effectivement, les orientations que le recteur impulse pour les écoles, les collèges et les lycées,
il est important qu'on les prenne en considération dans les écoles, y compris dans le temps extrascolaire et dans le temps périscolaire. C'est tout à fait important. Bon, et puis j'ai indiqué, j'ai séparé parce que effectivement il y a 4 textes qui sont des textes fondamentaux, des textes références fondamentaux, et puis on a pris en compte un certain nombre d'autres choses. Par exemple, l'état de l'école dans le Gard, c'est un rapport récent donc, du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard. Donc on est dans le Gard, à Nîmes, c'est intéressant quand même de s'appuyer sur l'état de l'école dans le Gard. Bon, puis sur quelques autres textes qui sont ici, sur lesquels je n'insiste pas. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, si vous avez des questions en cours de route, vous m'interrompez. Vous avez le droit de lever la main, de hurler, personne ne dira rien. Ça va jusqu'à maintenant? Bon, alors, là aussi, il est bien évident que je souhaitais, dans cette présentation, contextualiser un petit peu les choses. Bon, la loi du 8 juillet 2013 fait un certain nombre de constats. Je ne suis pas allé chercher ailleurs, parce que les constats qui sont repris dans la loi de 2013 sont des constats qui, malheureusement, ne sont pas des constats récents. Je veux dire qu'il y a une espèce de continuité et de pérennité des constats. On peut d'ailleurs le déplorer à certains égards, surtout quand les constats ne sont pas bons. Et quand on constate, notamment avec les enquêtes internationales du type PISA, sur l'évaluation des résultats des élèves, que la France dégringole doucement mais régulièrement, puisque vous savez, PISA, c'est tous les 3 ans. Donc une évaluation dans le domaine de la langue maternelle, donc quelle qu'elle soit, puisque ça concerne quand même au moins une quarantaine de pays, les mathématiques et l'utilisation de compétences dans le domaine scientifique. Et on s'aperçoit que dans ces différents domaines, eh bien, il y a une espèce d'érosion des performances de nos chers élèves, puisque l'âge choisi c'est 15 ans pour tout le monde. Donc ça correspond à des niveaux différents selon les systèmes éducatifs. Mais bon, que savent faire nos gamins à 15 ans? Voilà. Et comment sont-ils capables, effectivement, d'utiliser dans des situations très concrètes et très pratiques ce qu'ils ont appris à l'école? Donc dans le domaine de la langue, du français pour nous, des mathématiques et dans le domaine des sciences. Et là, on s'aperçoit que on est quand même très, très à la peine et qu'il y a une... donc voilà. C'est ce qui est dit dans le place à peine moyenne. Je ne vais pas vous relire ce qui est écrit, j'essaie de commenter. Ce qui apparaît également dans les enquêtes, c'est que les très bons élèves français restent de très bons élèves, et même parmi les meilleurs élèves dans les fameuses enquêtes, mais que par contre les écarts s'accroissent et les inégalités s'accroissent. Et ça veut dire que notre système, pour l'instant, n'est pas en capacité. Alors vous allez me dire, on est un peu loin du projet d'égalité, et en même temps, une collectivité a le devoir d'avoir ça à l'esprit et de prendre ces éléments-là en considération, même si on n'a pas de compétences pédagogiques. Voilà, je n'insiste pas là-dessus. Alors, également, dans les constats d'école de la loi du 8 juillet, c'est pas moi qui l'écris, c'est l'accroissement continu de la participation financière des collectivités avec de fortes disparités. Ben oui, il n'y a pas de secret. Les moyens des communes, les tailles des communes ne sont pas les mêmes, les moyens des communes ne sont pas les mêmes, et puisqu'on évoquait les rythmes tout à l'heure, eh bien, la mise en place des rythmes scolaires à Nîmes à partir de 2014 va quand même coûter à la collectivité, donc à nous tous, chers citoyens, la bagatelle de 2 millions d'euros supplémentaires par an, par rapport à l'existant. Bon, j'ai discuté avec, il n'y a pas très longtemps, pas plus tard que c'était quand samedi ou dimanche matin, donc j'étais à Douillargues. Bon, c'est 150 000 euros pour la commune. Je veux dire, voilà, c'est en fonction après des tailles de commune. Mais Nîmes, c'est 2 millions, estimation actuelle, une estimation, je veux dire, tout à fait fiable et sur des bases qui ont été largement travaillées. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, Thierry, là-dessus, vous ne vous gênez pas. Donc, c'est un des éléments de la polémique sur les rythmes. C'est pas le seul élément, mais c'est un des éléments de la polémique. Bon, également, des choses qu'on constate depuis un certain nombre d'années, la montée de l'individualisme et le rapport consumériste à l'école. Voilà, l'école comme une espèce de supermarché d'éducation, avec des comportements d'enfants et de familles. J'aurais dû dire l'inverse d'ailleurs de familles et d'enfants, parce que très souvent, c'est parce qu'il y a certains comportements de parents qu'il y a aussi certains comportements d'enfants.
Voilà, également une action publique nationale désordonnée avec l'empilement de dispositifs scolaires, mais c'était vrai aussi un peu pour nous. Et justement, l'un des objectifs du projet éducatif territorial, c'est de remettre de la clarté, de remettre de l'ordre, de remettre de la cohérence et de coordonner les dispositifs. C'est ça un des enjeux du projet éducatif territorial. Il serait intéressant qu'il y ait un projet éducatif national qui ait ce même souci sur les mêmes enjeux et soumis notamment au vote du Parlement. Personnellement, je regrette, mais je ferme la parenthèse rapidement, que s'agissant d'une question comme l'éducation, eh bien, on ne soumette pas chaque année un rapport annuel au Parlement sur l'éducation et qu'il y ait un vote du Parlement sur l'éducation. C'est quand même un sujet suffisamment majeur pour que les parlementaires puissent s'en emparer. Voilà, puis ce qui est constaté également dans ce document, le texte qui présente la loi, qui introduit la loi, c'est la double fracture numérique et linguistique. Là, nos petits citoyens français ne sont pas logés à la même enseigne, selon les communes dans lesquelles ils se trouvent. Dans le domaine linguistique, vous savez qu'on est particulièrement mauvais puisqu'on est dans les classements, là encore, classements internationaux. Il n'y a pas très longtemps, on était devant l'Espagne, maintenant on est passé derrière l'Espagne. Voilà, ça veut dire que les pays latins ne sont pas forcément très bons en matière linguistique. Et puis sur le numérique, c'est vrai que dans les usages numériques, il y a des différences considérables. Et de ce point de vue-là, puisque je parle du projet éducatif territorial de Nîmes, c'est vrai qu'on n'a pas à rougir de la situation, puisqu'on a mis en place dès 2010 ce qu'on appelait les espaces numériques à l'école, les écoles numériques nîmoises. Ça veut dire que chaque classe est dotée d'un tableau blanc interactif, d'un tableau blanc numérique, donc, et d'un certain nombre d'ordinateurs variables selon le niveau de classe. Et actuellement, on en est à environ 300 classes équipées sur les classes de cycle 2 et 3, ancienne formule, puisque vous savez que là aussi, le découpage en cycle se modifie. Quand je dis ancienne formule, ça veut dire cycle 2, grande section CP, CE1, et cycle 3, CE2, CM1, CM2. Puisqu'à partir de la rentrée 2014, alors si j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement, il y aura un nouveau découpage de cycles. Le cycle 1, c'est la maternelle, le cycle 2, c'est CP, CE, et le cycle 3, c'est CM, 6e. Donc l'articulation se fera autrement. Voilà, je donne l'information au passage pour ceux qui ne l'auraient pas encore à l'esprit. Alors là, pour poursuivre sur des données de contexte, donc quelques pistes d'action qui sont également dans la loi. C'est ancrer donc l'école dans son territoire. Donc je pense que là, on n'a pas à rougir du travail qui a été fait, parce que je pense que l'école à Nîmes est largement ancrée dans son territoire avec de multiples partenariats. Donc dans le cadre du nouvel acte de la décentralisation, et puis ça c'est pareil, c'est une problématique récurrente, refonder une action culturelle, artistique et scientifique. Je serais tenté de dire à chaque gouvernement une circulaire sur les arts à l'école, sur les sciences à l'école. Voilà, ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de publier des textes pour qu'effectivement ils deviennent effectifs dans la mise en œuvre. Et puis, disons, mieux ouvrir encore l'école sur l'extérieur, et en particulier, bien entendu, avec une place, disons, centrale accordée aux familles. Et la recommandation d'inscrire donc l'action dans les projets éducatifs territoriaux. Voilà. Ensuite, on va arriver à notre dispositif, on va arriver à la situation plus particulièrement nîmoise. Donc, j'ai rappelé en gras là au démarrage que l'éducation est une des composantes majeures du développement local. C'est vrai que si on regarde par exemple, il y a une traduction pour Nîmes, on a voté il n'y a pas très longtemps le budget, eh bien le budget d'éducation est un des tout premiers, ça doit être le deuxième ou troisième budget, sachant qu'il y a le budget pour la partie en quelque sorte d'administration de la ville, qui est un budget qui est toujours un budget lourd dans toutes les collectivités, et on a un budget qui doit être de l'ordre de 16 ou 17% du budget global de la ville. Donc on est sur un budget au total de 320 millions d'euros, dont 248 millions en fonctionnement. Donc l'éducation pèse en gros, j'ai pris le chiffre tout à fait en tête à 1% près, mais c'est de l'ordre de 16-17%. Ce qui est important quand on compare, disons, à la répartition des budgets pour des villes, disons, de la strate de Nîmes,
l'éducation a une part importante. Bon, c'est vrai qu'on y veille en défense budget, puisqu'avec Thierry, chaque année, devant la commission des finances d'abord et ensuite dans d'autres lieux, on défend évidemment le budget d'éducation, mais on n'a pas beaucoup de problèmes parce que je crois qu'on est très rapidement et très facilement entendu sur les questions d'éducation, ce qui fait qu'on peut, évidemment, un budget, on peut toujours l'augmenter, hein, on peut toujours dire que c'est insuffisant, mais je considère que nous avons un bon budget pour l'éducation, hein, et qu'on peut faire un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est important parce que je veux dire que c'est le nerf de la guerre, et le volume qui est accordé au budget d'éducation est tout à fait significatif de la place et de la priorité qui est accordée à l'éducation. Voilà, donc je le disais tout à l'heure, ce qu'on a constaté au niveau national, on l'a constaté au niveau nîmois, une juxtaposition de dispositifs, voire de politique. Quand je dis voire de politique, c'est simple. Par exemple, voilà, il y a une politique de la direction de l'éducation, il y a une politique sportive, il y a une politique culturelle. Bon, qu'il y ait effectivement des orientations politiques au sens noble du terme par le grand secteur, c'est normal, mais à un moment donné, par rapport à l'enfant considéré dans sa globalité, il est important qu'il y ait des secteurs de convergence et de mise en cohérence, et qu'ensemble, eh bien, on essaie de voir ce qu'on peut faire, quelles sont nos ambitions et quelles sont nos orientations pour les petits écoliers nîmois, qu'on soit du côté des sports, de la culture, de l'environnement, de l'informatique, de l'éducation, etc. Donc, une des volontés du projet éducatif territorial, c'est effectivement d'arriver à ça, hein, d'arriver à, disons, plus de cohérence. Voilà, alors, sur les histoires de durée, je passe puisque j'en ai déjà parlé, sauf à ce qu'il y ait des questions supplémentaires. C'est bon ? Voilà, alors justement, les juxtapositions de politique, j'en ai donné quelques exemples, hein, donc des politiques sectorielles hein, qui ont été initiées, mais c'est normal, hein, par différentes directions de la collectivité. J'en ai déjà donné quelques exemples à l'instant, c'est un peu plus large dans la présentation, mais vous lisez plus vite que je ne saurais dire, donc je vous laisse le soin de lire. D'autre part, des politiques éducatives qui sont portées par des associations, hein, dans le domaine de l'atelier d'écriture, espace multimédia, les maisons de l'accompagnement, le théâtre, lire et faire lire, etc. etc. Donc les associations, c'est d'ailleurs très très bien. Hein, je crois que c'est important parce que l'éducation, ça n'appartient pas à X ou à Y, hein, ça doit être une œuvre collective. Hein. Donc il y a des initiatives de la collectivité, des initiatives des associations, bien entendu des initiatives institutionnelles. J'aurais peut-être dû commencer par elles, mais c'est tellement évident que... Je peux simplement dire pour les associations, c'est que les parents, là, ont leur part très importante. Tout à fait. Alors qu'avec l'éducation nationale, c'est quelquefois difficile. Dans les associations, les parents sont partie prenante. Tout à fait. Donc c'est l'intérêt un peu... Et dans les associations, hors associations dites de parents d'élèves, qui évidemment ont un rôle majeur. Absolument. Le rôle des parents dans les associations, telles que celle que j'évoquais par exemple tout à l'heure. Voilà. Donc, des politiques sur la base de dispositifs, hein, donc le contrat éducatif local, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, le projet personnalisé de réussite éducative, je traduis les sigles, école ouverte, il y en a tellement qu'à un certain moment, je vais me faire aussi un petit peu, hein, programme personnalisé de réussite éducative. Voilà, il y a également des politiques avec des volets éducatifs qui sont pilotés par l'État, comme par exemple dans le cadre urbain de cohésion sociale, hein, le programme de réussite éducative, ou par d'autres institutions comme la CAF, hein, et son dispositif, donc c'est Ville Vivantes. Voilà. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des initiatives, disons, très multiples, et qui ne sont pas forcément bien coordonnées, hein, qui sont parfois qui sont même souvent des initiatives, disons, ayant une espèce d'autonomie, vivant leur propre vie, et qui ne sont pas articulées, qui ne sont pas nécessairement articulées les unes par rapport aux autres. D'où le titre que j'ai choisi de juxtaposition de politique, plutôt qu'effectivement de coordination de politique. Alors, en ce qui concerne la ville, il y a effectivement des politiques dans différents domaines, hein, que j'ai déjà évoqués. Donc, résumé comme ça, l'enfant et le jeune se trouvent au centre, mais ils se trouvent au centre de chacune des politiques, mais il n'y a pas forcément des coordinations entre les politiques. Hein. Donc,
l'environnement, la santé, la jeunesse, la culture, les sports, scolaires, périscolaires, ça c'est plus le fait de la direction de l'éducation. Donc vous voyez, on a un potentiel d'enfants extrêmement important. Et je rajouterai ici, puisque je ne l'ai pas encore dit, donc à Nîmes, nous avons 83 écoles publiques, hein, donc maternelles et élémentaires, pour un total qui frise maintenant en effectif les 12 500 élèves. On doit être à 12 400 et quelque chose. Vous me pardonnerez le quelque chose, je crois que c'est en ordre de grandeur, parce que l'unité n'a pas de sens, d'autant qu'elle bouge tout le temps, à peu près tous les jours. Compte tenu de la mobilité d'un certain nombre de familles. Donc on est en gros autour de 12 500 élèves pour la seule école primaire. Primaire, c'est donc maternelle plus élémentaire. Voilà, donc voilà un des tableaux, tout à l'heure je faisais référence à un tableau qui avait été constitué justement dans la période 2009-2010. Ça c'est une fabrication Thierry Léoufre, donc en essayant de remettre un petit peu en ordre, donc des actions dans et autour des fonctionnements de l'école, autour de l'environnement de vie et de famille. Alors avec toujours le côté un peu compliqué d'un tableau, c'est jamais très facile d'aller classer, d'aller ranger. Hein. Bon, donc il y a, disons, un essai de catégorisation. Donc vous voyez, avec un effort également, voir les dispositifs plutôt tournés autour des difficultés, plutôt tournés autour de l'environnement, les familles qui ont des besoins de garde, etc. Alors vous voyez, dans le domaine scolaire, bon, bien entendu, il y a le travail d'enseignement, l'aide personnalisée, les stages de remise à niveau, l'accompagnement éducatif, le programme personnalisé de réussite éducative, les études dirigées, les opérations coup de pouce, hein, qui ont lieu au CP par petits groupes de 5. Actuellement, on a 9 coups de pouce à Nîmes. Sur les environnements, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, l'école ouverte pendant les vacances, le programme de réussite éducative, le contrat éducatif local. Bon, tout ça, il y a derrière tout ça est arrivé d'ailleurs de manière très différente dans l'histoire. Il y a des dispositifs qui sont très anciens, d'autres qui sont beaucoup plus récents. Bon, vous voyez, on a distingué études encadrées et études dirigées. Les études dirigées sont des études en théorie. On va revoir ça d'ailleurs dans le cadre de la réforme des rythmes et de la mise en œuvre du périscolaire, des études dans lesquelles l'enseignant intervient de manière structurée, par exemple pour faire des apports méthodologiques sur comment on apprend une leçon de ceci, comment on peut faire un travail de mémorisation, quelles sont les techniques de mémorisation possibles. Normalement c'est ça l'étude dirigée. L'étude encadrée, c'est plus des études où le maître est là ou quelqu'un d'autre est là pour surveiller et disons faire que l'enfant fasse son travail. Je n'ose pas dire ses devoirs parce que normalement c'est interdit depuis 1956. Voilà, donc on rappelle régulièrement l'interdiction des devoirs à l'école, mais si on le rappelle régulièrement, c'est qu'il y en a toujours justement. Voilà, donc bon, cela dit, c'est normal qu'il y ait certains travaux. Il faut bien apprendre ses leçons d'histoire et de géographie, il faut bien apprendre ses récitations, etc., etc. De toute façon, on n'évitera jamais. Bon, ce qui est, disons, exclu normalement, ce sont les travaux écrits, je ne sais pas moi, style Bled, pour ceux qui ont connu cette génération, de l'ouvrage le plus vendu de toute l'histoire du livre en France. Voilà, donc on va revoir d'ailleurs ces questions effectivement d'études et de contenu. Alors les ateliers périscolaires du soir. Et puis de l'autre côté, vous avez des dispositifs d'accompagnement éducatif plus tournés vers les familles. Donc le programme de réussite éducative, on a donc les contrats urbains de cohésion sociale, bon, le dispositif donc des vacances, et puis le dispositif d'accompagnement des familles, le REA. Je ne sais même plus dans l'intégralité ce que ça veut dire. Réseau d'écoute, d'aide et d'appui aux familles. Merci, Mme Stève, merci. On utilise tellement les sigles qu'à un certain moment, voilà. Donc, je sais que c'est de l'accompagnement, mais est-ce que ça va? COJ, c'est contrat enfance-jeunesse. C'est le contrat enfance-jeunesse, c'était lié à l'ex-jeunesse et sport. Maintenant, une des composantes de la direction départementale de la cohésion sociale. Et la CAF. Tout à fait. Voilà, donc c'était un essai de... Ouais, donc il y a tout ça, peut-être même il y avait encore d'autres choses, mais c'est un essai de mise en forme de ce qui a pu exister. Donc ça c'est un document qui a été fabriqué, je vous dis, en 2009 ou 2010.
Alors ça, c'est mis autrement. C'est mis autrement, c'est un peu moins net parce qu'effectivement, là, j'ai repris une image de diapositive. Alors ça fait une... Alors là, c'était pour, vous voyez, institution, initiative et dispositif à gauche. Donc, ensuite, les institutions financeurs de dispositifs et les institutions organismes gestionnaires de dispositifs. C'était pour faire la distinction entre tout ça. Je ne vais pas trop le commenter. Le fait, c'est de montrer la complexité, pour ne pas dire la complication, et le fait qu'on est dans un système un peu fou à certains moments où effectivement on a un empilement ou une juxtaposition de dispositifs selon qu'on choisit une image à la verticale ou à l'horizontale. Bon, et vous voyez que, par exemple, si on prend le CUC, c'est financé par l'État, la ville, le Conseil général et l'ACCES, à l'agence de cohésion sociale. Bon, voilà, donc, et dans des proportions différentes à chaque fois, et à chaque fois, évidemment, au prix de discussions et de négociations qui n'en finissent jamais, hein, avec des difficultés d'instruction de dossier. Bon, c'est dire que tout ça est extrêmement compliqué. Voilà, donc on ne prétend pas, au travers du projet éducatif territorial, disons, réduire ça, supprimer ça, on essaie, c'est aller vers des simplifications. Et je pense que, bon, bien entendu, chaque dispositif a sa vie propre, se fonde sur des textes réglementaires. Le rôle aussi d'une collectivité, comme d'autres institutions, c'est de faire remonter un certain nombre d'informations, de suggestions, d'observations, pour aller vers une simplification. Parce que plus on parle de simplification, plus on complique les choses. On est dans des dispositifs, il y a là quelques utilisateurs, bon, c'est complètement fou, quoi. La manière de... Voilà, donc là c'est simplement pour montrer que il y a plein de choses empilées avec un tas de, disons, d'institutions concernées, de financeurs concernés, et que c'est vrai que ça complexifie quand même très très sérieusement les choses. Voilà, alors à partir de là, une approche différente du PEDT. Alors, pour aller rapidement, donc le PEDT, nous on le considère comme étant le cadre de la politique éducative de la ville, c'est pour ça qu'il y a un V majuscule, la ville en tant que collectivité, avec l'ensemble, en quelque sorte, de ses composantes, l'ensemble de ses directions. Le PEDT comme cadre fédérateur pour une politique globale, hein, ensuite pour une dynamique qui privilégie les interactions, la transversalité, etc., les coordinations. Il y a quelqu'un qui est malade là, s'il vous plaît. Dans certains secteurs et dans certaines écoles, quand j'ai les associés, on peut toujours effectivement les informer, ça, l'information elle existe, mais les associer à l'élaboration, c'est souvent un peu compliqué. Bon, voilà, alors je reviens sur sur chacun de ces points. Un cadre de la politique éducative de la ville, donc pour dire que le PEDT s'inscrit évidemment dans une logique de projet, projet éducatif territorial. Donc, logique de projet, ça veut dire que le PEDT fixe le cadre de la politique éducative de la ville. Donc, j'ai indiqué là, pardonnez-moi les gros mots, hein, au plan axiologique et au plan stratégique. L'axiologie, c'est tout ce qui concerne les valeurs et le sens. Donc, la signification globale, et au plan stratégique, ce sont les modes opératoires, la manière de faire, tout ce qui est du domaine du plus concret et du plus pratique. Voilà, et en lien avec le projet stratégique d'action en région et le projet académique 2013-2016, je reviens à mes références tout à l'heure, simplement tout à l'heure, je n'ai indiqué que les références éducation nationale. Là, j'ajoute une référence supplémentaire, c'est lié au fait, disons, de l'action de l'État en région. C'est également important à prendre en considération. Bon, indiquer que c'est le cas de la politique contractuelle et partenariale, hein, donc pour proposer une offre éducative multiforme sur tout le territoire. Là, je ne sais plus si je l'ai retenu ensuite dans les principes, effectivement, le PEDT vaut pour le territoire communal, et que pour le territoire communal, mais pour tout le territoire communal. C'est important de dire parce que ça le différencie, disons, d'autres dispositifs qui portent par exemple sur les quartiers d'éducation prioritaire. Hein, j'utilise encore un ancien cycle pour éviter éclair et autres formules, parce qu'il y a eu toute une terminologie
qui a évolué en matière d'éducation prioritaire. Voilà, donc le PEDT, c'est le territoire, c'est l'ensemble du territoire communal et multiforme parce qu'effectivement, même si les valeurs, les principes et orientations valent pour tout le territoire, dans la mise en œuvre, dans la déclinaison, il faut prendre en considération les différents secteurs, les différents quartiers, hein, de manière à s'adapter en quelque sorte aux besoins des enfants, adolescents et des familles. Hein. Donc il y a nécessité de faire des déclinaisons différentes. Alors si j'insiste un petit peu là-dessus, c'est parce que en ce qui me concerne, et là dans une discussion également, on partage tout à fait ça avec Thierry Léoufre et Cécile Laousse, donc à la direction de l'éducation, c'est que ce qu'on souhaiterait, c'est qu'à un moment donné, on soit sur un projet éducatif territorial de communauté, et pas de commune. Il y a effectivement un certain nombre vous le savez très bien, un certain nombre de compétences qui ont évolué. On considère qu'aujourd'hui, bon, c'est un point d'appui, mais que l'action éducative devrait à tout le moins porter sur l'ensemble du territoire communautaire. Donc, mais ça, c'est à faire partager ensuite par nos amis des autres collectivités. Il y en a 26 autres hein, sur Nîmes Métropole. Mais je crois que c'est une évolution qui me paraît nécessaire. Et voilà, c'est une idée à vendre en quelque sorte et à essayer de développer. Quelquefois, quand des choses méritent, je dis pourquoi est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur les déchets ordures-ménagères et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'éducation. Voilà, donc voilà, je crois qu'il y a effectivement des choses à partager et qu'en matière d'éducation, d'ailleurs, ça contribuerait à la réduction des inégalités, à une meilleure cohérence territoriale. Alors, évidemment, on ne peut pas. Mais déjà, si on pouvait travailler sur l'ensemble du territoire communautaire, ça ferait une sacrée avancée par rapport à la situation actuelle. Voilà. Et à une mutualisation des moyens. Et à une mutualisation des moyens. Et est-ce qu'il y a une approche actuellement sur le Nîmes Métropole sur Nîmes Métropole, pour l'instant. C'est la question que je me pose depuis les débuts. Vous parlez que de Nîmes ville. Ben oui. Moi qui habite tous. Nîmes Métropole m'intéresserait avec ce projet-là rentre dans Nîmes Métropole. Alors si vous voulez pour l'instant, est-ce qu'il y a eu des débuts est-ce qu'il y a eu des débats jusqu'à maintenant? Pour l'instant, il n'y a pas de débat. C'est quelque chose dont j'ai parlé avec le président de Nîmes Métropole, hein, qu'il faudra faire avancer. On verra ce qui se passera, puisqu'il est en 2014. Bon, donc, mais en tout cas, je crois que franchement, c'est un objectif très très important de mon point de vue en matière éducative. Vous savez qu'en matière d'éducation, notamment pour le premier degré, les communes elles sont aussi attachées à leur église et à leur mairie qu'à leur école. Hein, plutôt à leur école qu'à leur église, à leur mairie, c'est dans l'autre sens. Et c'est extrêmement. Quand on discute avec certains collègues, on a l'impression que quand on parle de mutualiser et d'avoir une approche qui est une approche territoriale plus large, on leur arrache quelque chose d'eux-mêmes. Ils perdent leur indépendance. Ah ouais, une perte d'indépendance. Puis l'école, c'est tellement important que c'est une partie de l'identité communale. C'est pas nouveau ça. Non, c'est pas nouveau. Mais ça commence à évoluer parce que la petite enfance va partir tout à fait. à Nîmes Métropole, oui. Enfin, du moins, et je pense que l'éducation primaire... Thierry Léoufre, il travaille sur la petite enfance au niveau communautaire. Voilà, donc il connaît. Voilà, donc, non mais voilà, si vous voulez, les choses évoluent pas à pas. Je crois que là, on touche à quelque chose d'extrêmement sensible. L'école est plus sensible que la petite enfance parce que la petite enfance, il y a un tas de communes qui ne bénéficiaient pas de dispositifs petite enfance. Et donc, beaucoup de communes ont tout à gagner à une mise en commun, à une mutualisation. Alors que l'école, elle est partout, dans toutes les communes. Hein, et que c'est quelque part un élément de l'identité communale. Et donc, il faut arriver à faire comprendre aux gens que ça n'est pas remettre en question l'identité communale, que de partager en quelque sorte les questions d'éducation et de mettre en commun un certain nombre de choses. Voilà, donc pour l'instant, effectivement, vous avez raison, je n'ai parlé que de la ville et pour cause, hein, parce qu'effectivement, c'est le projet éducatif territorial de la ville de Nîmes. D'ailleurs, vous avez vu sur la première diapositive, il y avait le logo en gros. Voilà, parce qu'effectivement, pour l'instant, disons qu'il y a des discussions en cours. Enfin, quand je dis le débat n'a pas été lancé, il y a déjà des idées qui ont été lancées et il y a des échanges, je veux dire, informels
avec tel maire ou tel autre maire sur cette question comme sur d'autres pour effectivement essayer de faire avancer l'idée de mutualisation et de développement de ce projet sur un territoire plus large que le seul territoire nîmois. Voilà, je pense que c'est effectivement, ça devrait être un des objectifs en matière d'éducation, disons, du mandat qui va venir à partir d'avril 2014. Voilà. Et pour lutter contre la marginalisation de certains territoires, alors repenser les questions éducatives et la marginalisation de certains territoires, effectivement, ça vaut pour disons, le territoire communal ou certaines parties du territoire communal, mais ça vaut aussi sur l'ensemble de l'agglomération. D'où l'idée de faire avancer. Alors, quelques principes d'action pour, disons, structurer cette ambition. La territorialité. Donc, pour l'instant, territoire communal, et vous voyez, communautaire, point d'interrogation. Bon, et sur le territoire communal, c'est l'idée que le PET vaut pour toute la commune, mais qu'il faut en décliner en quelque sorte les mises en œuvre selon qu'on est en centre-ville. Le centre-ville, c'est pas basé quand on est sur des secteurs comme Berlioz, etc. Je peux vous assurer qu'il y a des populations qui sont d'une hyper-fragilité. La fragilité, c'est pas simplement le fait de Val-de-Bourg-Pisma ou de Chemin-Bas d'Avignon, Mas-de-Mingue. Voilà. Et dans d'autres communes, c'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas d'homogénéité des territoires communaux, sauf sur des territoires de petites communes. Bon, la convergence, c'est-à-dire que le PEDT, c'est le cadre de l'action collective, et c'est ça qui va permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs. La globalité, bon, je l'ai déjà évoqué, donc je n'insiste pas trop là-dessus, c'est l'idée de parcours éducatif pour le jeune, à tout le moins de la crèche. Est-ce que vous avez vu, on a choisi la tranche 0, enfin, oui, on a mis 3 mois, on va dire 0,16, pour aller vite. On aurait pu d'ailleurs aller jusqu'à 18, peut-être, jusqu'à la majorité. Donc, avec la nécessité des continuités. Et puis, la notion d'équité, bon, vous avez vu qu'à dessein, je n'ai pas utilisé la notion d'égalité qui apparaît un peu en dessous, parce que l'égalité est un facteur d'iniquité. Donner la même chose à tout le monde, selon les territoires et selon les populations, c'est être dans l'inégalité absolue. Effectivement, contribuer à creuser les écarts, à creuser les différences. Donc, l'équité, ça consiste effectivement à adapter en quelque sorte. Alors, effectivement, il y avait une fameuse slogan, donner plus à ceux qui ont moins. Il y a raison de le rappeler. Bon, voilà, alors c'est peut-être pas comme ça tout à fait que. Mais en tout cas, c'est faire différemment. Voilà, tout à fait. Il y a quelque chose de ça en tout cas. Voilà, alors ça c'était pour le. Ensuite, donc, 4 fédérateurs pour une politique globale, donc un projet transversal, donc une politique éducative globale, la création de convergence entre les différents acteurs, la mobilisation forte, je l'ai mis sous forme de l'intelligence et des capacités d'initiative, parce qu'effectivement, il y a des ressources partout, chez tout un chacun, il y a des ressources, il y a des formes d'intelligence différentes, et que ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement travailler ensemble. Lisibilité accrue de l'action publique, je l'ai dit sous des formes différentes et claires, quand j'ai dit pourquoi on s'était engagé dans cette démarche, donc plus de visibilité, des articulations plus fortes, transformer la ville en espace éducatif, c'est pas simplement un slogan et c'est pas simple à faire, parce que transformer la ville en espace éducatif, ça veut dire que toutes les composantes de la vie publique et des différents secteurs de la vie publique devraient avoir une coloration éducative, qu'on soit dans le domaine du loisir, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'habitat, dans tous les domaines, et ça c'est pas forcément aisé à penser. Ça aussi, on est plus là dans la perspective, mais si on n'a pas ça à l'esprit, on ne le fera pas. L'avoir à l'esprit, c'est compliqué à réaliser, mais ne pas l'avoir, c'est en tout cas être sûr de ne jamais le réaliser. Voilà. Ça c'est comme tous les gagnants du loto ont joué. Voilà. Donc, et puis favoriser un nouveau positionnement de la ville comme partenaire éducatif, responsable et compétent. Là aussi, c'est pas fort. Bon, je pense que maintenant il y a beaucoup de choses acquises, mais pendant quand même très longtemps, on a un certain nombre de nos interlocuteurs, pour ne pas dire de nos partenaires, qui ont quelque part dénié aux collectivités le fait d'avoir, disons, un rôle éducatif. Et nous affichons de manière délibérée, forte, opiniâtre, cette ambition éducative de la collectivité. Voilà. Alors,
donc dynamique qui privilégie les interactions, donc c'est produire du sens ensemble, hein, c'est apporter effectivement des réponses toujours mieux adaptées aux besoins du territoire, c'est l'inscription également dans la démarche de l'agenda 21, donc toute la référence et le lien avec effectivement les problématiques environnementales. Bon, la ville au cœur d'une politique volontariste de changement, donc responsabilité d'animation du système d'acteurs, donc des acteurs responsables, la clarification des règles du partenariat. Alors j'ai mis pas de position hégémonique de la ville, volontairement, parce que ça aussi c'est un reproche qui est fait. En tout cas, tel ou tel de nos partenaires pense qu'effectivement il y a une volonté de la ville de marquer son emprise, et ça c'est un problème également pour le développement communautaire. Faire attention que les communes de moindre taille n'aient pas le sentiment que la ville-centre de la communauté d'agglomération veuille, disons, phagocyter les autres espaces territoriaux et les compétences des autres collectivités. Donc là, voilà, on marche sur des œufs hein, quand faut arriver à, en fait, il faut arriver à gagner la confiance et dans la discussion, gagner la confiance et montrer qu'on travaille ensemble et qu'il n'y a pas la volonté, effectivement, Nîmes c'est Nîmes, Kessar c'est Kessar, Poux c'est Poux, avec leurs particularités, mais ça pourrait être intéressant quand même de mettre en commun. Voilà, et le PEDT comme, disons, levier de changement, hein, et passer par l'éducation, notamment pour refaire des villes plus hospitalières. C'est d'une manière un peu provocatrice et un peu particulière, mais je pense que l'éducation, effectivement, est un levier important en la matière. Alors, méthode, sur la partie un peu théorique, je vais en terminer. Donc, cadre d'une démarche partagée. Donc, méthode d'élaboration sur mesure. Il n'y a pas de PEDT tout fait. Hein. C'est à chaque collectivité de fabriquer son projet éducatif territorial. Donc, ça veut dire que là, on est vraiment dans la marge de projet classique. L'élaboration, faire un constat, élaborer un diagnostic. Bien entendu, là on revient à la dimension axiologique, il faut avoir déterminé les valeurs et les choix éducatifs, parce qu'il y a 1000 manières de procéder, hein, il n'y a pas de projet, de bon ou de mauvais projet dans l'absolu, il y a de projets adaptés en quelque sorte à une certaine situation par rapport à des choix qui ont été faits et par rapport aux réalités de la vie communale et de l'action communale. Et puis fixer des axes prioritaires. Et bien entendu, le processus d'évaluation, c'est là où on pêche le plus, hein, je ne le cache pas. Bon, et on en a déjà beaucoup discuté. Là, bon, il va falloir qu'on accentue, et vous le verrez, dans le document, on a 2 pages consacrées à l'évaluation. Il va falloir qu'on travaille de manière plus... Parce que, bon, processus permanent, série d'indicateurs de fonctionnement et de réussite, et là, on ne les a pas encore, donc il faut qu'on les construise. Et puis également l'idée que, ce que je préconisais tout à l'heure au niveau national, qu'il y ait un rapport annuel présenté au comité de pilotage et même présenté en conseil municipal. Oui, ça veut dire que l'éducation voilà, c'est une composante majeure et qui doit en quelque sorte recevoir des validations en termes d'action publique, à la fois du comité de pilotage du PEDT, mais également du conseil municipal, qui doit s'emparer chaque année d'un rapport annuel synthétique. Parce que évidemment, si dans une délibération de conseil municipal, on passe 3/4 d'heure ou 1 heure sur un rapport annuel, disons, l'élu à l'éducation va se faire jeter. Donc il puisse présenter en disant de manière simple, rapide et sur les principaux points, ce qui constitue en quelque sorte les caractéristiques de l'action éducative. Alors là, je vais passer assez vite, c'est pour montrer comment, notamment, la direction de l'éducation a travaillé. Là, c'est une manière, en quelque sorte, de synthétiser le constat, et ça aide. Donc, vous voyez, les temps sont indiqués, le temps scolaire est indiqué en violet, je ne sais pas si ça sort en violet ici, oui. Le temps périscolaire en marron, le temps libre encadré, le temps extrascolaire encadré. Encadré, ça veut dire qu'on met par exemple dans les, je sais pas, au carré d'art ou dans les clubs sportifs, il y a, disons, des animateurs, il y a des personnels, des éducateurs, des personnels qui assurent un encadrement.
Et le temps libre non encadré, ça veut dire qu'effectivement, les enfants et leurs familles, les adolescents et leurs familles peuvent se rendre dans une structure, elle existe, elle est à leur disposition, mais il n'y a pas de, disons, d'accompagnement particulier. Donc là, vous voyez le travail qui est fait, c'est un peu court ce matin pour rentrer dans le détail, mais c'est pour que vous voyez la démarche. On a essayé de voir effectivement par direction, et en fonction des 4 temps en question, et en fonction des tranches d'âge, eh bien, comment, en quelque sorte, l'action éducative avait été investie. Donc c'est un travail extrêmement important. Je ne l'ai pas dit, je pense, mais la direction d'éducation, Madame Laousse en particulier, eh bien, ont mené plus d'une centaine d'entretiens. Sachant que nous, après, avec Thierry et Cécile, on a mené auprès des partenaires une bonne vingtaine d'entretiens également. On a fait des présentations collectives. Voilà, voilà, on est rentré en quelque sorte par les temps de l'enfant et la manière dont les temps de l'enfant sont investis par les différentes directions. Le travail a été fait aussi, évidemment, par rapport aux partenaires, mais pas formalisé de la même manière. Alors voilà, ça si vous voulez, c'est ce qui est remonté des entretiens dont je parle à l'instant. Ce sont des mots-clés qui sont des mots-clés, les mots-clés les plus courants dans la bouche de nos interlocuteurs et partenaires, en disant qu'effectivement l'action qu'ils mènent dans telle direction ou dans tel mouvement, eh bien, recherche l'épanouissement, le respect des règles, l'apprentissage de la responsabilité, la prévention des conduites addictives, l'égalité des chances d'intégration, la valorisation, etc. Donc c'est un peu des mots-clés en vrac, mais c'est les mots-clés qui reviennent le plus fréquemment dans les discours analysés, qui ont été étudiés, analysés à la suite des interviews dont j'ai parlé à l'instant. Donc l'appropriation du patrimoine local, son respect, la constitution d'unité locale, régionale, comment effectivement faire que nos petits mois s'approprient, se construisent une identité locale, une identité régionale, sachant que nous, on fait l'hypothèse qu'on est d'autant plus ouvert aux autres qu'on est mieux ancré dans ses racines. Et que les gens qui sont fermés, ou en tout cas en position de réserve, voire d'agressivité, sont des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui n'ont pas confiance en eux, et qui n'ont pas une identité forte. Alors on peut, quelle que soit son ancienneté à Nîmes, quelle que soit son histoire, il y a la possibilité, en tout cas pour un petit de l'école maternelle, pour un petit de l'école élémentaire, ou un adolescent du collège, eh bien, de travailler sur son identité et la manière dont effectivement il est ancré dans sa ville, dans sa région, donc sur un territoire. Là, ça nous paraît quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est venu de manière régulière. Voilà, savoir d'où on vient, et puis développer des pratiques. Et voilà. C'est ce qui est revenu, disons, le plus fréquemment dans les entretiens. Alors, là, je vais passer assez, je ne sais pas quelle heure il est, je vais peut-être être un peu long. 10 heures. Donc, les forces de l'offre éducative. Donc, forces et limites. Ça, c'est notre travail de diagnostic, disons, de constat et de diagnostic. Donc, dans les forces, après, je vais aborder les limites. C'est le fait qu'effectivement on soit en lien très fort, en articulation très forte avec l'éducation nationale. Je ne reviens pas là-dessus, je le dis d'une autre façon, vous avez lu la première ligne. Deuxièmement, qu'on soit très centré dans les actions qui ont été menées jusque-là sur la réussite scolaire et éducative. Je distingue bien les deux, le temps scolaire et le temps péri- et extrascolaire. Également, l'offre éducative gratuite. Ça, c'est extrêmement important quand on compare effectivement à ce qui se passe dans d'autres collectivités. Il n'y a que deux actions qui ne soient pas gratuites, mais parce qu'elles sont liées à une contribution de la CAF. Et vous savez très bien que lorsqu'il y a une contribution de la CAF, il y a une participation des parents, mais elle est minimale. Donc c'est les activités du mercredi où la participation des parents va de 2 € à 9 €, mais pour toutes les activités de la journée, repas, goûter, transport, tout ce qu'on sortit, etc. Sachant que les deux premiers tarifs, 2 € et 4 €, c'est à peu près la moitié des gamins et de leurs familles concernés par les activités du mercredi. Donc je veux dire que franchement c'est epsilon quoi, par rapport à ce qui est proposé. 1 heure de garde quelque part, vous savez combien ça coûte, je ne fais pas le détail. Et la deuxième activité, ce sont les accueils de loisirs associés à l'école, donc initiés par Thierry ici présent, qui ont démarré en mars 2012, donc là aussi avant qu'on ne parle de rythme scolaire, puisque on parle des aléas aussi pour les rythmes scolaires. Donc ce sont les activités, sont structurées le matin avant l'école, le midi et le soir après l'école, donc des activités qui sont structurées avec des animations, etc.
notamment les activités périscolaires du soir, mais même celles du midi. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de voir, par exemple, début juin, en général c'est sur plusieurs jours, une exposition et des animations donc à partir des travaux qui sont réalisés dans le temps de midi, notamment avec accompagnement, encadrement de nos animateurs du temps de la restauration scolaire. Voilà, donc, et les ALAE, c'est 5 € par an par famille, quel que soit le nombre d'enfants. Donc là, je veux dire que là aussi, c'est quantité négligeable. 5 €, c'est symbolique. Merci la CAF d'avoir effectivement accepté un tarif aussi réduit. Voilà, donc on peut dire que c'est... Et pour tout le reste, c'est gratuit. Pour tout le reste, c'est gratuit. Voilà, d'autre part, une plus-value éducative qui est reconnue, qui est formulée, formalisée, verbalisée par les différents acteurs concernés. Une coordination temps petite enfance, temps périscolaire, temps libre. Et puis d'autre part, un personnel effectivement qui a une formation. Et d'ailleurs, la formation est permanente, puisqu'il y a de manière régulière, organisée par la direction de l'éducation, des formations de personnel. Et c'est d'autant plus important qu'on va faire monter en puissance le dispositif ALAE. Actuellement, de mémoire tirée, ça concerne 32 écoles. Et avec la mise en place des rythmes scolaires, ça va concerner les 83 écoles à la rentrée prochaine. Donc une montée en puissance brutale. On pensait y aller un peu plus doucement sur 2 ou 3 ans, mais là, parce que ça constitue pour nous une garantie de qualité justement des interventions, puisque dans le dispositif ALAE, les personnels, on doit avoir des qualifications reconnues. C'est une des conditions posées par le DDCS et par la CAF. D'autre part, il y a un encadrement particulier. Alors, je ne vais pas vous enquiquiner avec les chiffres, un encadrement, mais en tout cas, c'est une amélioration d'encadrement. Je ne vais pas vous donner les comparaisons, mais ça reviendra à dire 1 pour 14 en maternelle, 1 pour 18 en élémentaire. C'est l'encadrement payant, sachant que les ALAE actuellement pour nous, c'est 1 pour 10 en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire. Voilà. Donc, par rapport à l'ancien encadrement, c'est des conditions extrêmement favorables. Bon, puis il y a d'autres avantages, notamment pour la ville, ça a permis, ça permet de réduire la précarité de certains personnels et ça a permis d'aller vers la titularisation de 108 nouveaux personnels de la ville. Donc au passage, c'est quand même pas indifférent. Ça, c'est un peu au détriment des associations. Au détriment des associations. Parce que là, en principe, là, tout ce genre de présence, là, c'est uniquement les employés communaux. Uniquement non, c'est pas uniquement, il y a beaucoup d'employés communaux, vous avez raison. Oui, mais bon, mais même à l'heure d'aujourd'hui. Oui, mais les employés, si vous voulez, quand vous avez des employés qui sont sur des quotités à X heures dans la semaine, il est normal qu'on essaie de les installer et d'aller pour eux vers une titularisation des personnels. Mais bon, voilà. Sachant qu'avec la réforme des rythmes scolaires et les 3 heures supplémentaires hebdomadaires pour chaque élève, il y en aura pour tout le monde, monsieur. Y compris pour les associations. Il n'y a pas de souci. On commence à être informé là-dessus. Voilà. Alors ça, c'est les limites de notre offre éducative. Donc voilà, les choses qui sont moins bien. Donc le problème de la concertation. Donc il y a beaucoup de ressources, mais ce n'est pas toujours utilisé de façon concernée. Les directions qui ne partagent pas suffisamment sur les questions éducatives. Et là, je peux vous dire que le travail qui a été fait pour réaliser le projet éducatif territorial, ça a permis beaucoup de rapprochements entre les directions, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et je ne crois pas trahir qui que ce soit en disant que les responsables des directions et les personnes de direction y trouvent leur compte et sont très satisfaits de ce que ça a généré justement comme discussion. Donc une offre éducative de la ville non territorialisée, ça veut dire qu'en fait on n'a pas suffisamment pris en compte jusqu'à maintenant les particularités des différents secteurs du territoire nîmois. C'est-à-dire que bon, c'est un petit peu trop, disons, homogène, et qu'il y a nécessité, on disait tout à l'heure, de mieux prendre en compte les particularités des territoires. Bon, une offre qui n'est pas suffisamment partagée avec les autres acteurs sur le territoire, une offre qui n'est pas toujours valorisée par les bénéficiaires. Il y a des choses qui paraissent évidentes. Bon, alors il ne s'agit pas de faire de la pub, mais bon, quand même d'être conscient de là où on est, de ce qui se passe.
Bon, une communication sur l'offre éducative qui a été insuffisante, ce qui fait que certaines familles n'y ont pas accès, parce que justement elles ne connaissent pas suffisamment l'offre éducative. Bon, elle est beaucoup moins importante sur le temps libre que sur les autres temps, donc on a le souci de rééquilibrer sur l'ensemble des temps que j'ai présentés tout à l'heure. Et puis, d'autre part, se pose l'implication de l'ensemble des directions sur un temps périscolaire plus long. Effectivement, la démarche qui a été mise en place nous met, de ce point de vue, dans une position nettement plus favorable et devrait permettre de remédier à ce problème d'implication. Donc voilà, quels sont, disons, les principaux atouts et les faiblesses donc on peut constater dans la situation actuelle, ce qui nous a permis de poser le diagnostic et donc d'aller vers le PEDT que vous aurez en version numérique. Alors ça c'est pour donner un exemple de la manière dont les choses ont été analysées. Vous voyez, donc, par exemple là c'est sur l'éducation physique et sportive, donc temps scolaire, temps périscolaire, temps libre encadré, le temps du collège, avec la manière dont les directions s'impliquent. Vous voyez, éducation en jaune, les sports en vert, la jeunesse en violet, la diva en rose foncé ou violine, et puis les dispositifs partagés dans une espèce de couleur marron. Ce qu'on a essayé de voir effectivement, c'est que les secteurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les secteurs, ils n'appartiennent pas en quelque sorte à une direction particulière, et qu'il y a beaucoup de directions qui déjà s'investissent. Ça veut dire qu'en fait, vous savez, c'est comme l'approche chez Molière, voilà. Il y a déjà des choses qui se faisaient, mais qui n'étaient pas forcément conscientes, qui n'étaient pas forcément concertées. Et là, le fait d'intervention de différentes directions, et en les ayant explicitées comme ça, en les ayant rendues lisibles de cette façon, ça va permettre de travailler dessus, et donc d'améliorer les coordinations, d'être davantage dans le conscient, dans le volontaire, et donc ça va permettre également de faire bouger les lignes dans ce qui était un partenariat de fait, sans un partenariat véritablement travaillé et délibéré. Alors là, on l'a également distingué en plusieurs choses sur les ressources humaines, les soutiens logistiques et les soutiens financiers. Donc, vous voyez, un travail d'analyse assez fouillé qu'on a fait dans différents domaines. Voilà, donc ça, vous le retrouverez, pas sous cette forme dans le document, mais là aussi, si l'UDAF vous voulez ce document, il est libre de droit. Et il n'y a pas de susceptibilité d'auteur. On ne pas sur le site. Alors, vous voyez, on a travaillé là-dessus, vous voyez, par exemple les fréquentations dans les différents domaines de discipline. C'est juste pour vous montrer, sans entrer dans le détail, donc les disciplines, un cycle de sport comprend 8 séances d'activité, le nombre d'enfants à la natation, etc. Voilà, on a fait ce travail d'analyse, disons, domaine d'activité par domaine d'activité, pour avoir une connaissance qui soit la plus fine possible de la situation actuelle. Et donc pour être mieux calé sur notre futur PEDT. Madame. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous aurez le temps de nous parler de l'installation des rythmes scolaires. Oui, alors attendez, je vais passer vite. On m'avait demandé de présenter le PEDT, mais je vous montrerai les rythmes. Alors je vais accélérer. Donc on a fait la même chose pour la culture. On a fait la même chose pour la culture. Donc là je passe très très vite là-dessus. On a fait la même chose sur l'environnement. C'est sur le numérique qu'on aura, ça, on peut l'avoir. Oui, vous pourrez l'avoir. Voilà. Donc voilà, j'avais pris différents domaines parce que c'est pour vous montrer qu'on a travaillé vraiment l'ensemble des domaines d'activité. Donc là, c'était quelques exemples dans différents domaines, mais l'ensemble des domaines d'activité a été travaillé. La santé et la prévention, l'offre éducative de la ville autour de la santé, donc un certain nombre d'actions présentées par le pôle promotion santé, par la police municipale, par le service jeunesse, par la direction de l'éducation, les dispositifs partagés, et vous avez en regard à droite un certain nombre d'actions ou de dispositifs donc au bénéfice des enfants en matière éducative. Voilà, je suis désolé, je passe un peu plus vite là, pour pouvoir répondre à vos questions. Alors le comité de pilotage, on a mis en place un comité de pilotage du PEDT. Alors j'ai mis PEL PEDT parce que quand on est parti, on était en PEL, projet éducatif local. Et on a adopté la terminologie PEDT à partir du décret de janvier 2013 qui adopte cette terminologie. Bon, donc nous, ça nous est égal, c'est la même philosophie, c'est le même esprit, c'est la même démarche. D'ailleurs, dans le texte qui met en place le PEDT, on indique la démarche, disons, à mettre en place. On était très tranquille, on était complètement calé sur cette démarche et on n'a fait que poursuivre.
Alors vous avez les grandes périodes, bon, la composition du PEDT, et on a rappelé quand même son rôle, hein, concevoir et impulser une politique éducative à l'échelle de la ville, coordonner et mettre en cohérence les dispositifs relevant de la politique éducative, rendre la communication performante, sensibiliser les acteurs et porteurs de projets, traiter, réguler ensemble les dossiers, suivre, réguler, évaluer les actions selon une démarche partagée. Alors la concertation, ça c'est la fin de la concertation avec l'ensemble des acteurs qui a été mise en dessous. Donc, disons, au début du printemps, ça a été surtout, disons, en interne avec l'éducation nationale. En juin-juillet, avec l'ensemble des partenaires, on a fait donc plus d'une vingtaine d'entretiens avec les responsables d'institutions, d'associations, etc. Et puis, en septembre-novembre, on est allé sur la finalisation. Voilà, ça c'est la démarche également des différents temps, de janvier 2011 à janvier 2012, à décembre 2012, et puis le travail de l'année 2013. Voilà, donc ça c'est la façon dont on a présenté les choses, hein, puisqu'effectivement on a fait des réunions également publiques, je dis bien publiques, soit par territoire, soit par approche thématique. Donc on a fait 4 réunions publiques par territoire, hein, vous avez les 4 découpages, et puis 6 réunions thématiques, culture, sport, sciences, continuité éducative, santé, temps libre, pour aller vite. Voilà, les territoires c'est cela. Bon, ça se recoupe, c'est juste pour indiquer les bienveillants qu'il n'y a pas eu de trou. Hein. Mais, voilà, mais c'était simplement pour indiquer comment on a procédé. On a souhaité également qu'on soit être dans la, disons, dans une espèce de mixité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les quartiers ont été englobés avec d'autres secteurs de la ville pour éviter d'être dans une approche qui aurait pu être, disons, ghettoisante, entre guillemets et sans guillemets. Voilà, alors la concertation, élaboration des PEDT, j'arrive presque à la fin, on est à la diapositive 32, donc rassurez-vous madame, on va parler des rythmes scolaires. Donc, pourquoi? Donc, mise en place de processus de mobilisation, d'implication, de participation de l'ensemble de la communauté éducative. Le comment, ben, c'est les réunions par territoire. Donc là, c'est en fait, il y a eu des réunions par territoire et des réunions thématiques. Et ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est sur l'ensemble du territoire communal. Là, c'est par territoire. Le quoi, c'est rassembler les partenaires, c'est prendre en compte les observations des publics, c'est favoriser l'émergence d'objectifs communs, et c'est donc faciliter la construction de ce qui était le PEL et ce qui est devenu le PEDT. Voilà, quand, pour la partie concertation proprement dite, c'est donc l'année 2013, et donc avec les animations que j'ai évoquées à l'instant. Alors voilà, ça c'est le sommaire. Donc que contient notre PEDT, c'est-à-dire ce qui est là ou en version numérique, bon, le préambule, qui indique ce que c'est qu'un PEDT, le périmètre et le public de notre PEDT, ensuite les éléments d'état des lieux et diagnostic, qui ont permis effectivement la construction du document, les préconisations, et en particulier celles liées aux priorités gouvernementales, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure au travers des textes de référence, les principaux éléments du constat fait par le DAZEN de l'état de l'école dans le Gard, je continue le sommaire, ensuite l'articulation donc avec les dispositifs existants, et puis on a présenté donc au chapitre 6 les principes, orientations et objectifs partagés du PEDT et la mise en place de la structure de pilotage et de la structure d'évaluation. Voilà. Et là le rappel que le PEDT ça inclut ce que j'ai dit au début, l'ensemble des temps, et que c'est pluriannuel, c'est-à-dire que notre PEDT va porter sur les années scolaires 2013 à 2014 à 2015-2016, donc sur 3 années. Et là on se cale également sur la pluriannualité du projet académique. Toujours le problème de la cohérence avec les autres références. Voilà. Et puis vous avez également, ça c'est la suite du sommaire, on a joint ça un certain nombre de documents thématiques où il y a des propositions, effectivement, d'actions, des pistes de travail, des inventaires de ressources dans le domaine de la petite enfance, de l'éducation en santé, de l'EPS, de la culture, des sciences, également construction, équipement, c'est-à-dire tout ce qui est lié en fait à ce qu'on doit prendre en compte dans l'adaptation de nos écoles, les grandes restaurations, voire les constructions nouvelles. Voilà. Et puis temps périscolaire, temps libre. Là c'est la liste des associations. En bref, c'est la dernière, donc le PD c'est une ambition. Voilà. D'ailleurs, j'aurais même pu ajouter que c'est aussi une démarche,
et une démarche qui continuera. Ça ne s'arrête pas à la délibération du 14 décembre. Il est bien évident que c'est un cadre de référence qui va nous permettre de travailler de manière très structurée, très coordonnée, très cohérente, mais bien évidemment, ce n'est pas gravé dans le marbre et ça évoluera. Hein? Donc la démarche mise en œuvre pour élaborer le PEDT, elle va se poursuivre dans la mise en œuvre du PEDT. Alors il y a des valeurs, notamment les 3 valeurs républicaines, qu'il est inutile de rappeler, plus un certain nombre d'autres, hein, sur laïcité, solidarité, respect des différences, etc. Et c'est un outil partenarial, on a un document formalisé, hein, qui effectivement nous précise quels sont les objectifs, quels sont les besoins à prendre en considération, la répartition géographique adaptée aux populations, les problèmes de cohérence d'action et d'intervention, et la question de la mesure des effets de la politique sur le territoire nîmois. Voilà, donc j'ai conclu comme ça, un cadre, un outil, mais pas la panacée, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas des gens pour mettre en place, c'est comme pour les textes de l'éducation nationale, ça ne marchera jamais. Voilà, donc ça veut dire que c'est une démarche partagée. Là, il y a l'outil qui constitue le support de cette démarche. Il est bien évident que ça va dépendre maintenant de chacun et de chacune d'entre nous, hein, des institutions, de la ville, des associations et d'acteurs peut-être plus autonomes ou plus particuliers. On a parfois des gens qui nous disent voilà, nous on aimerait intervenir. Voilà. Évidemment, il faut toujours vérifier que les interventions reposent sur, disons, des qualifications. Quand on vient de faire une proposition, je ne sais pas, dans le domaine de la musique, comme j'en ai eu après, c'est très intéressant, mais j'ai dit bon, on fera valider votre projet par le conservatoire. Hein. Quand c'est dans le domaine de la culture, on fera valider votre projet par la direction de la culture, idem pour les sports, etc. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter n'importe quoi. Donc il faut être ouvert, hein, recevoir effectivement, bon, il y a des choses dont on sait tout de suite que ça ne va pas, ça ne colle pas par rapport à ce qu'on cherche à faire, et puis d'autres qui pourraient rentrer dans le cadre, mais bien entendu, il faut s'assurer qu'il y aura la qualité de l'intervention, donc faire valider par les gens qui ont une compétence, qui ont une expertise au sein de la ville, de façon à s'assurer qu'on est bien... voilà, parce que les parents nous attendent au tournant de l'exigence de qualité. Voilà sur la partie PEDT, et je peux peut-être enchaîner sur la partie rythme scolaire. Même si j'ai fait la distinction tout à l'heure, hein, il est bien évident que la mise en place des rythmes va s'appuyer là-dessus. Ça, c'est vraiment le cadre, le support, la démarche de la mise en place, effectivement, de nos rythmes scolaires. Alors, du coup, je n'ai pas préparé, là, autrement, si j'avais su que j'aurais fait quelques diapositives supplémentaires, mais ça ne fait rien, je vais faire ça comme ça, on fera ça à 2 voix, Thierry complétera. Donc, je ne sais pas ce que vous souhaitez savoir, peut-être je vais rappeler un petit peu quelle est la délibération prise par la ville, le même jour que le PEDT, sachant qu'on a voté en premier le cadre, et qu'ensuite on a voté effectivement la mise en place des rythmes. Alors, sur la mise en place des rythmes, je ne vais pas, disons, épiloguer sur la critique qu'on a pu faire, effectivement, parce que en même temps qu'on a voté la mise en œuvre, on a aussi voté quand même un texte adressé donc à M. le Président de la République et à M. le Premier ministre, et bien entendu à M. le ministre de l'Éducation nationale, pour faire connaître notre position et notre analyse concernant, disons, le projet de mise en place des rythmes. Ce n'est pas l'objet là, sauf si vous souhaitez qu'on y vienne tout à l'heure, mais comme je n'ai pas l'intention de polémiquer, mais autrement c'est pas compliqué. Hein. Sur la mise en œuvre, donc nous on a choisi après concertation, il y a également une longue concertation hein, qui a duré plusieurs mois, avec les directeurs d'école, avec les parents d'élèves, les délégués de l'éducation nationale, un certain nombre d'associations qui sont notamment subventionnées dans le cadre du projet éducatif local, maintenant PEDT, voilà, pour recueillir des points de vue. Je dois oublier d'ailleurs un certain nombre de gens avec qui on a pu échanger, discuter, les syndicats d'enseignants, les syndicats des personnes de la ville. On a mené une très très large concertation, et il est ressorti de ça, d'où la proposition que j'ai faite donc au maire de Nîmes pour présentation en conseil municipal. C'est donc l'horaire 8h30, 11h30, donc rien de changé pour le matin.
et l'après-midi, donc 1h30, 15h45. Donc ça veut dire que la mise en place des activités liées au nouveau rythme scolaire, ça sera à partir de 15h45. Alors il y a des choses, on va d'ailleurs continuer à y travailler avec la direction générale de la ville, bien entendu la direction de l'éducation et les autres directions. Sachant que on va organiser les activités du soir de la manière la plus cohérente possible. Il n'y a pas les 3 quarts d'heure dégagés et le reste du temps. On remet en commun en quelque sorte. On n'a pas encore pris de décision sur le temps de récréation du soir. Est-ce que ça va être un quart d'heure ou est-ce que ça va être une demi-heure? À titre personnel, mais ça ne vaut qu'à titre personnel, je pense que quand les gamins ils auront déjà toute la journée, on pourrait leur laisser un temps de récréation un peu plus long. Et peut-être démarrer les activités périscolaires à partir de 16h15. Ça permet également aux parents, parce qu'il va y avoir des questions de récupération entre guillemets des enfants. Il y a des parents qui viendront les chercher à 15h45. Ça permet d'avoir un petit temps un peu plus long pour qu'ils puissent venir également les chercher, par exemple jusqu'à 16h15. Étant entendu qu'on sera sans doute obligé de mettre en place un accueil que je différencie du temps de l'activité périscolaire. Parce que quand les gamins sont engagés dans une activité périscolaire, ils sont partis pour 1 heure ou 1 heure et quart. Il n'est pas question de dire, ben voilà, moi je commence une activité, autrement on déstructure tout, il n'y a pas d'activité possible. Donc on sera très certainement obligé, on l'a fait un petit peu déjà dans plusieurs écoles, on a mis en place un temps, disons, d'accueil, parce que oui, je distingue le périscolaire de l'accueil. Le matin, on a un accueil, 7h30, c'est-à-dire que l'amplitude n'a pas changé, 7h30, 18h30. Donc le matin, on a un accueil, les gamins arrivent de manière échelonnée, sont pris en charge. Bon, ils ont des jeux et autres activités libres, c'est pas encadré, c'est surveillé, c'est accompagné, mais c'est pas encadré au sens de structuré. Le midi, on a souhaité conserver les 2 heures de restauration du midi, parce que si 1h30 suffisait dans certaines écoles, pour un certain nombre d'écoles, ce n'est pas suffisant, notamment en maternelle, lorsqu'on a 2 services, avec les petits qui mangent plus lentement, il nous fallait absolument les 2 heures. Donc, c'est pour ça qu'on a conservé les 2 heures du temps de midi. Et puis, d'autre part, les 2 heures, disons, offrent la possibilité, justement, d'avoir des activités éducatives. Dans le cadre du PEDT, il y a des activités, il ne s'agit pas là d'assommer les gamins, elles sont libres. Le gamin qui veut jouer, il va jouer. Mais certains, effectivement, rentrent dans telle ou telle activité. Et puis surtout, ce qui va être évidemment modifié, ce sont les activités du soir. Alors on en discutait tout à l'heure en aparté, les activités du soir, on les réorganise complètement, quels que soient, disons, les modes de financement, puisqu'on aura des modes de financement pour les 3 quarts d'heure dégagés par la réforme sur les rythmes, et puis le reste du temps avec les financements habituels. Donc, quelle que soit la source des financements, ça ne regarde pas les enfants et leurs familles, c'est à la ville ensuite de reconstruire une globalité et une cohérence. Donc c'est le travail qui est actuellement en cours. Donc on a déjà arrêté un certain nombre de principes. Il faut évidemment travailler école par école. Il y a 83 écoles, parce que les écoles ont des histoires différentes, des pratiques différentes, des ressources différentes. Selon qu'on est dans une école de centre-ville ou dans une école à la périphérie de la ville, on n'a pas les mêmes possibilités. Je ne dis pas qu'on en a plus ou moins, mais en tout cas on n'a pas les mêmes. Et on peut très bien, ce que certains ont un peu de mal à comprendre parfois, on peut très bien poursuivre des objectifs identiques à travers des déclinaisons différentes. À travers des mises en œuvre, des actions différentes, on peut très bien viser les mêmes objectifs. Donc on est actuellement sur cette réflexion pour le soir, sans doute quelque chose du style 16h15, 17h30, c'est pas fixé encore, donc ne vous inquiétez pas Thierry. Et on reprendrait ensuite le temps d'accueil, donc de 17h30 à 18h30, où là les parents viennent chercher leurs enfants de manière échelonnée. Donc les gamins ont des activités, mais des activités libres avec du matériel qu'on met à leur disposition. Donc c'est pour ça que je distingue le temps encadré du périscolaire et le temps accompagné et libre du point de vue des activités de l'accueil.
Non, mais si vous voulez, nous, on est sur nos pratiques. Actuellement, quand les gamins sortent à 16h30, en tout cas à Nîmes, on leur propose des activités. Ils vont les études, par exemple. Il y en a qui vont en études, il y en a qui ont des ateliers du soir. Donc, si vous voulez, ça s'inscrit, ça veut dire que ces activités du soir, eh bien, on les avance un tout petit peu, elles démarreront un peu plus tôt, elles ne démarreront pas à 16h30 comme aujourd'hui, elles démarreront un peu plus tôt, et puis bien entendu, elles vont prendre une dimension différente du fait qu'on a un temps un peu plus long, et qu'on a maintenant effectivement un outil plus structuré, et d'autre part, elles vont s'appuyer sur le dispositif ALAI, accueil de loisirs associé à l'école, donc avec des encadrants, qui vont effectivement, pour qu'on bénéficie d'un financement en accueil de loisirs associé à l'école, il faut qu'on ait au moins 2 temps, deux temps périscolaires. Nous, en fait, on a choisi les 3. Bon, les 3 temps périscolaires, c'est le matin, le midi et le soir. C'est une trivialité que de le dire, mais je le rappelle quand même. Pour qu'on puisse bénéficier des ALAE, accueil de loisirs associés à l'école, il faut qu'on propose des activités sur au moins 2 de ces 3 temps. Je ne dis pas de Thierry. Donc nous on a choisi de toute façon d'avoir les 3 temps. Donc le matin on aura notre accueil de 7h30 à 8h30, je devrais dire à 8h20, puisqu'à partir de 8h20, ce sont les enseignants qui prennent le relais, c'est la récréation du matin avant la rentrée en classe. Donc ça ne change pas. Il y a des activités qui seront effectivement proposées, mais assez libres. Elles ne peuvent pas être, disons, structurées, puisque les gamins, ils vont arriver, d'abord tous les gamins n'arrivent pas entre 7h30 et 8h20, il y en a qui vont arriver, y compris dans le temps de récréation du matin. Donc là, il faut être souple et avoir effectivement des activités qui soient des activités les plus souples possibles, avec des espaces et des matériels qu'on met à disposition des gamins, avec effectivement des animateurs de la ville, qui soit là pour accompagner, pour aider le gamin s'il a besoin, s'il demande quelque chose. Le midi, on a également l'accompagnement donc sur le fameux temps méridien, sur les 2 heures, donc il y a le temps du repas. Le temps du repas, il varie selon les écoles, selon les services, la manière dont c'est organisé dans chaque école. Donc l'activité, elle peut être avant le repas ou après le repas, selon la manière dont ça s'organise. Et là aussi, il y a des activités qui sont proposées donc sur la base du volontariat de l'enfant. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des enfants qui peuvent dire moi de toute façon il n'y a aucune activité, moi j'ai envie de jouer ou de ne rien faire. Bon, parce que là aussi il faut faire attention de ne pas saturer le temps de l'enfant, et que si le gamin souhaite ne rien faire, il ne fait rien. Je veux dire que ça fait partie également de sa liberté et de ses marges de manœuvre. Il y a d'ailleurs des parents qui nous disent attention, parce que là on a 2 attitudes opposées de la part des parents. Il y a des parents qui nous attendent au tournant en disant qualité, qualité, surtout remplissez, proposez des activités. Je caricature en le formulant comme ça, mais c'est quand même l'esprit. Et puis il y a des parents qui disent laissez nos gamins souffler, laissez-les respirer. Ne les assommez pas par un paquet d'activités. Voilà, donc il va falloir qu'on trouve effectivement également l'équilibre entre tout ça. Mais en tout cas, un gamin le midi qui aura envie de jouer ou de ne rien faire, d'aller dans un coin, discuter avec ses copains, etc., voilà, ce sera sa liberté. Maintenant, on proposera des activités, et si effectivement les gamins veulent rentrer dans telle ou telle activité, ils auront la possibilité de le faire. Monsieur Raymond, votre association porteuse de projet actuellement conduit en pratique scolaire dans le cadre du PEN dans les écoles. Oui. Comment on va basculer? Est-ce qu'on va intervenir avec des projets similaires dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires? Est-ce que ça doit faire l'objet d'un dépôt de demande de subvention? Ou est-ce que c'est la ville qui va demander aux associations qu'elle connaît, qui sont référencées PEN, que vous allez nous demander, voilà, à quel moment est disponible, vous allez nous fixer une fourchette de budget, puisque vous avez parlé des différents financements qui sont acquis, comment voilà, ça va être. Est-ce que ça va se croiser, ça on va arrêter nos projets actuellement PEN pour passer au nouveau rythme scolaire? De toute façon, il y a un rapport entre effectivement le travail que vous réalisiez dans le cadre du PEL et ce qu'il y aura réalisé dans le cadre du PEDT, qui est un des cadres organisateurs des... Bon, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va s'appuyer essentiellement sur le dispositif ALAE. Ça n'exclut pas qu'il y ait des participations d'associations. Là, si vous voulez, actuellement, le travail, je l'ai dit à l'instant, il y a un travail à faire école par école qui est engagé. La direction de l'éducation, avec les autres directions, a engagé ce travail. Donc aujourd'hui, 14 janvier,
il est trop tôt pour le dire. En plus, je ne vous cacherai pas que les décisions seront prises en matière... Là, on est dans le travail technique, pour l'instant, mais les décisions politiques, je ne vous fais pas de dessin, elles seront prises à partir d'avril. Attendez, il faut être un peu sérieux. Je vous raconterai l'histoire si je disais les choses autrement. Ça ne serait pas responsable. Donc actuellement, il y a un travail effectivement, j'allais dire, d'exploration, d'investigation. Il y aura des contacts avec les uns ou avec les autres. De toute façon, ça sera quand même sur proposition. On vous demandera des projets. Ce n'est pas nous qui allons forcément... Il y a des agents qu'on connaît très très bien, mais il faut qu'on ait une démarche qui soit une démarche commune, une démarche cohérente, et on ne peut pas éliminer a priori... et voilà. Je veux dire qu'on serait pris en défaut si on allait solliciter tel ou tel directement. Il est normal qu'on fonctionne sur la base de l'appel d'offres. Hein? Donc sur la base de l'appel à projet. Donc là... Pardon? Je dis, on y répond si on est en voilà, capacité de... Donc on mettra en place cette... donc si vous voulez, on va dire les 2 mois et demi ou les 3 mois qui viennent, c'est la mise en place de cela, parce qu'il y a tout un travail d'exploration avec les écoles, parce que c'est quand même compliqué l'affaire. Hein. Et à partir de... On en discutait encore avec Thierry hier, à partir d'avril, eh bien... quelle que soit la nouvelle équipe, de toute façon, là, il faudra passer effectivement à la phase, disons, de réalisation, hein, de mise en œuvre, avec tous les contacts nécessaires, effectivement, avec les différents partenaires, dont les partenaires associatifs. Hein. Et parce qu'en fait, nous, on s'est fixé comme échéance. Moi, je ne vais pas engager l'équipe qui suivra, mais bon, il y aura quand même, de toute façon, une continuité éducative. On peut penser, si vous me permettez quand même un petit peu la boutade, que si c'est l'équipe actuelle, eh bien, elle assurera quand même la cohérence de ses décisions, et que si c'est une autre équipe, elle assurera la cohérence des décisions nationales. Donc on peut penser que les rythmes scolaires se mettront en place, hein, de toute façon. Voilà. Donc voilà. Mais si vous voulez... il ne serait pas correct qu'on prenne des décisions qui sont des décisions d'importance. Bon, on a fait, nous, notre travail jusque-là. On a délibéré, effectivement, sur le projet éducatif. On a délibéré sur les rythmes, donc sur le choix des horaires, sur l'amplitude d'ouverture des écoles, sur la durée de la pause méridienne, sur, par exemple, le fait que le mercredi matin, eh bien, on organise de 7h30 à 12h30, c'est-à-dire 1 heure avant, 1 heure après. Hein. Sur le fait que les gamins qui iront en accueil de loisirs l'après-midi, eh bien, seront transportés. Donc, système nouveau qui n'existe pas, parce que pour l'instant, les parents amènent leur enfant le matin, leur enfant ou leurs enfants le reprennent le soir. Bon, il y a la continuité de la journée, le gamin est complètement pris en charge. Là, évidemment, le gamin ira à l'école le matin, donc on va organiser, disons, un réseau de transport pour emmener les enfants, dont les familles le souhaiteront, de leur école vers le centre de loisirs. On a 83 écoles, une quinzaine de centres de loisirs. Alors ça ne sera pas une division mathématique, mais donc par secteur, un certain nombre d'écoles seront affectées à un centre. Voilà, alors, où effectivement le gamin est récupéré définitivement par ses parents, parce que, bon, je sais pas, il va dans un atelier sportif, il va dans un club sportif, il va dans un atelier culturel, etc. Ça, c'est la liberté des familles. Ou les familles souhaitent que l'enfant déjeune à la maison, mais l'inscrivent l'après-midi dans un accueil de loisirs, auquel cas elles auront le choix de l'accueil de loisirs, puisque c'est elles qui vont assurer le transport. Mais pour les familles qui voudront inscrire leurs gamins et qui n'assureront pas le transport, il est bien évident qu'elles devront se caler en quelque sorte dans l'organisation qui va être proposée. Voilà, donc le mercredi après-midi, on organise effectivement les accueils de loisirs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, puisqu'il y a des... La question, c'était sur la façon dont les associations vont présenter leur projet. Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'appel à projet PEN qui a été déposé et qu'on attend pour mars? Ouais. De toute façon, on va lisser comme ça. Hein. Madame de Santance m'a dit oui, effectivement, a priori, vous devez déposer tout à fait. Non, si vous voulez, d'abord, le projet éducatif territorial, bon, il se met en place. Hein, on a vu 2013, 2014, il est déjà en place dans certaines écoles, mais bon, il va falloir l'organiser pour les 83 écoles, les allées à organiser pour les 83 écoles,
je veux dire que les choses, on a forcément, disons, l'année 2014 de ce point de vue est une année transitoire. Les procédures, sauf à ce que Thierry donne une autre information, les procédures qui sont en place actuellement, je veux dire qu'on ne change pas de règles du jeu en cours de partie. Voilà. Donc s'il devait y avoir de nouvelles règles du jeu, elles seront données pour l'année suivante. Pour cette année 2014, on est parti sur les règles du jeu actuelles. À la communauté de communes de Saunière, qui a déjà mis en place le nouveau rythme scolaire à la rentrée de septembre 2013, et pour laquelle je travaille actuellement, ils ont fonctionné différemment, ils ont pas fait des appels à projets, ils ont demandé aux associations qui font intervenir, en plus de leur personnel communal, de l'aglo, ils ont demandé un contenu sur le projet, un contenu pédagogique, mais tout ce qui est la partie financière, on va dire, ils ont imposé un quota en disant c'est comme ça, et c'est carré comme ça. Parce que c'est difficile de... Mais de toute façon, les règles du jeu sont, en ce qui concerne la partie, en ce qui concerne la démarche, personnellement, bon, chacun voit midi à sa porte. Un sommaire fonctionne d'une certaine façon. Nous, on est plutôt partisans d'une ouverture, et effectivement, après, par rapport, disons, à la commande passée, on y répond ou on n'y répond pas. Hein? Bon, c'est une autre démarche. En plus, on n'est pas de même taille. Hein? Voilà, je crois que... Non, mais c'est un élément qui est à prendre en considération. Donc, mais de toute façon, moi, je suis plutôt partisan de cette démarche d'appel à projet. En ce qui concerne les financements, de toute façon, on va devoir, et là c'est un travail de réflexion qui est aussi engagé, il y aura une décision à prendre sur effectivement, disons, la rémunération horaire en particulier. On ne peut pas accepter qu'il y ait des écarts extrêmement importants. Donc on va dire, voilà, on travaille, donc ça c'est... Et si effectivement vous n'avez pour l'instant pas d'information, c'est que cette réflexion-là, elle ne vaut pas que pour le PDT, elle vaut pour l'ensemble de ce qui se passe au niveau de la ville et pour l'ensemble des services de la ville. Donc on a également une cohérence, on ne peut pas avoir certains tarifs au niveau de l'éducation, d'autres tarifs dans une autre direction, etc. Donc je ne dis pas qu'il y aura des tarifs identiques, mais en tout cas il y aura des fourchettes de tarifs. Parce qu'il est bien évident que, moi j'ai déjà reçu des gens, il y a des gens qui d'ailleurs se proposent d'intervenir gratuitement, d'autres qui proposent des tarifs qui sont des tarifs exorbitants, comme si effectivement une collectivité était une entreprise privée et qu'il se comporte en cabinet de je ne sais quoi. Donc ça c'est pas possible. Donc il va falloir qu'effectivement on arrête. Alors ça c'est une... Là, pour le coup cette discussion-là est engagée. On va avoir besoin de déterminer et de faire connaître à l'ensemble de nos partenaires quelles sont les conditions financières qu'on pose. Voilà, mais ça vous l'aurez. Hein, voilà. Madame. Attendez, il y a madame, puis après, comme vous êtes très courtois, vous allez laisser parler madame. Parlez très fort, s'il vous plaît. Pour compléter ce que vous disiez, pour les horaires du mercredi, vous disiez 7h30, 12h30, donc j'imagine que c'est le temps d'accueil libre de 7h30 à 8h30, après l'enseignement scolaire 8h30 à 11h30. Est-ce qu'à 11h30, les parents pourront récupérer leurs enfants? Est-ce que du coup, il y aura un temps de restauration prévu et qu'à 12h30, ça sera la bascule à la LAE? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus le fonctionnement du mercredi? Si vous voulez, pour le temps de midi, il n'y a rien de changé. Il y a des enfants, des familles qui récupèrent leurs parents pour le déjeuner. Pardon? Qu'est-ce que je dis? Ça, c'est mes ménages qui, quelquefois, dysfonctionnent. J'ai des neurones qui se mettent en désordre. Voilà. Donc, des parents qui vont récupérer effectivement leur... Je veux dire que là, on ne va pas changer les pratiques actuelles. Le temps d'ailleurs de midi reste absolument le même. Simplement ce qu'on va développer. La restauration, c'est simplement, parce que jusqu'à présent, le mercredi, quand on va travailler, le temps de restauration sera simplement le nombre d'enfants sur la restauration. Alors attendez, vous avez raison pour le coup de me poser la question parce que ça va même... Il n'y aura pas de restauration le mercredi. Ça, c'est à l'identique de ce qui se passe dans les collèges et les lycées. Quand il n'y a pas de classe l'après-midi, il n'y a pas de restauration. Alors, il n'y aura de restauration que pour les enfants qui seront dans un accueil de loisirs. Donc, ils seront transportés de leur école dans l'accueil de loisirs et ils déjeuneront
au restaurant de l'accueil de loisirs. Donc nous déjeunerons comme c'est actuellement le cas. Actuellement, déjeunent le midi les enfants qui sont en accueil de loisirs. Donc, alors pourquoi? D'abord, il y a l'analogie effectivement, mais d'autre part parce que il y a aussi une question de coût, il ne faut pas quand même se cacher derrière son petit doigt. La restauration à Nîmes, ça coûte plus de 7,5 millions par an à la ville. En gros, un repas doit coûter dans les 7,30 €, prix coûtant. Les parents paient, ça coûte maintenant 2,23 € ou 2,24 €. Le reste, c'est la ville. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 5 € par repas à la ville. Ça coûte à la ville actuellement plus de 7,5 millions par an. Et ajouter un 5e repas, donc pour 4 repas par semaine, ajouter un 5e repas, c'était en gros rajouter 2 millions supplémentaires. Donc il y a déjà 2 millions de coûts supplémentaires pour la mise en œuvre des rythmes scolaires. Si on ajoutait le 5e repas, on passait à 4 millions. Il y a un moment où il faut faire des choix. Bon, voilà. Concrètement, c'est que les parents peuvent récupérer leurs enfants à 11h30 entre 11h30 et 12h30. Il y aura un accueil donc Oui. pour l'enfant. Oui. Et puis après, donc, la maison, éventuellement centre de loisirs. Ou alors pour un directement l'enfant. Là, il y a 3 solutions. Les enfants ne restent pas en accueil de loisirs. Première solution. Deuxième solution, ils vont en accueil de loisirs après-midi, mais les parents souhaitent qu'ils déjeunent à la maison. Dans ce cas-là, c'est les parents qui les transportent. Et dans le centre d'accueil de loisirs de leur choix. Troisième solution, l'enfant reste en accueil de loisirs, les parents ne peuvent pas venir le chercher le midi, il a un centre de loisirs affecté et il déjeune dans le centre de loisirs en question. Est-ce que c'est clair? Ils ne pourront pas, autre option possible, mais je crois que dans votre schéma c'est pas possible, ils ne pourront pas récupérer l'enfant après le déjeuner. Les parents Ah non, 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 c'est bah pas non. la possibilité de venir chercher l'enfant. Ah non. Il n'y a pas de déjeuner, il n'y a pas de déjeuner, c'est sans déjeuner. Dans le centre de loisirs. Voilà. Alors après, l'interrogation qu'on a, c'est est-ce que ça va modifier la présence, la participation aux activités des centres de loisirs? On fait l'hypothèse que oui. Voilà. Avec tous les effets également qu'on n'a pas forcément encore calculé sur les conséquences financières d'une augmentation de l'accueil en centre de loisirs. Ça fait partie des points d'interrogation, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Mais on fait l'hypothèse qu'il y aura plus de gamins à voir, à vérifier. Y a-t-il d'autres questions? S'il vous plaît. L'association doit-elle résider sur Nîmes afin de déposer donc, sur ce projet ou le prêtre ne pas avoir d'obligation à Nîmes? Est-ce que c'est programmé ça? On a des associations qui sont des associations départementales qui interviennent. Moi, ma connaissance, mais Thierry sera plus savant que moi, je n'ai pas souvenir qu'on ait mis une réserve de ce type-là. Récemment, là, c'est l'an dernier, oui, je crois. Il y a 2 ans. Donc nous étions, l'école de Jean-François Pétanque, pour des parties, avec domicile à la rue 4. On n'a pas mis de... Et nous étions dans le CUC. Nous étions dans le CUC. Et à un certain moment, l'an dernier, vous avez répondu non, mais maintenant, vous n'êtes pas domicilié à Nîmes, vous ne pouvez plus. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement ou pas, quoi, à ce niveau-là? On ne sait pas. Bah, on ne sait pas. Nous, on ne l'a pas envisagé en tout cas. Hein. On n'a pas envisagé de modifier les règles. Je veux dire que ce qui nous intéresse, c'est la qualité de la proposition par rapport à ce qu'on cherche à faire, notamment dans le cadre du PEDT. C'était discutable. Voilà. Le tout est de savoir si l'association doit être domiciliée à Nîmes ou pas. Voilà. On n'a pas posé cette règle jusqu'à maintenant. Ah, excellent à savoir. Ben non, mais attendez, Parce que récemment, moi, nous, on n'a pas posé cette règle. Donc je suis un peu gêné pour vous répondre parce qu'effectivement, dans 2 mois et demi, rien ne dit qu'une règle différente ne sera pas posée. Mais nous, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas posé cette règle. On accepte toute participation d'associations, y compris ayant leur siège social ailleurs qu'à Nîmes. Donc j'ai été induit en erreur par le service des sports. Non, pas forcément. Pas forcément parce que moi je vous donne une réponse dans le cadre du PEDT, donc de ce qui relève de notre pilotage
Maintenant, c'est là aussi où on a, disons, des cohérences à installer. Et quelquefois, justement, le rôle notamment du travail, un des enjeux du travail qui a été fait, c'est de progressivement se rapprocher, y compris sur les manières de faire et sur les principes qu'on pose pour travailler avec les partenaires. Voilà. Mais bon, là aussi, il faut une période de transition. Le PELT, on vient de l'adopter. Il va fonctionner avec l'ensemble des services et des partenaires. Voilà, il va falloir ajuster progressivement. Mais une direction peut avoir posé une règle qu'une autre direction n'a pas posée. Et autre question, est-ce que l'association va être dans l'obligation de disposer d'un agrément ministériel de jeunesse et sport ou quoi? Est-ce que l'association va devoir être titulaire d'un agrément? C'est-à-dire que nous, on préfère travailler avec des associations qui soient des associations agréées et habilitées. Voilà. C'est une garantie de qualité si effectivement il y a un agrément ou un label ou national. L'association peut être une émanation effectivement d'une association nationale ou à tout le moins, disons, une habilitation régionale, puisque vous le savez, il y a un comité académique qui valide les associations, qui donne leur agrément, qui accorde l'agrément à certaines associations. Et est-ce que l'association va devoir avoir automatiquement un BPG à sa disposition? Ou la disposition du... Alors ça c'est pas la compétence de la ville. Je ne vous répondrai pas. Non, c'est pas à moi de vous répondre là-dessus. C'est pas de la compétence de... D'accord, c'est une commission qui répond. Oui, puis là, après, ça relève de décisions qui sont des décisions des services de l'État, ou de la direction départementale compétente. En particulier, la direction départementale de la cohésion sociale et du service qui s'occupe plus particulièrement de ces questions. Donc je me garderai bien de répondre à quelque chose qui relève de la compétence d'une autre institution. On m'en voudrait. Il nous reste plus qu'à vous remercier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une précision, vous avez parlé du champ de l'accueil du matin. Oui. Le midi, où les activités dont proposées, l'enfant n'est pas obligé de participer. Oui. Donc, si j'ai bien compris, ça sera vers 16h15 que là, les activités proposées Pour le soir, ça. Pour le soir. seront obligatoires. Alors là, c'est un principe fondamental. Le périscolaire relève du volontariat, relève du choix des familles. Ce sont les familles qui choisissent de laisser leurs enfants ou leurs enfants dans... Et là, ça sera gratuit. Alors, du moins, la mairie on n'a pas remis en cause le principe de gratuité, mais nous sommes en 2014. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais il y a beaucoup d'endroits où il y a une participation. Ah, mais c'est même l'essentiel des endroits. Voilà, en région parisienne, ça de ce point de vue-là, bon, là aussi, la direction de l'éducation, et Thierry Ouf en particulier, régulièrement regarde un peu ce qui se passe dans les différents secteurs, qu'on soit en restauration, qu'on soit en accueil de loisirs ou autre chose. On regarde toujours ce qui se passe, puis c'est normal, il y a des communications également avec d'autres villes, qui sont des villes amies, qui sont des villes partenaires. Donc on échange, par exemple, on a assez régulièrement des échanges avec Alès, mais on regarde également ce qui se passe à Montpellier, ce qui se passe dans les villes de la région, et même bien au-delà de la région. Et c'est vrai que de ce point de vue, on fait figure d'exception. À la fois sur les tarifs de la restauration, sur, j'allais dire, les tarifs entre guillemets du périscolaire, puisqu'il y a 2 activités qui sont tarifées, toutes les autres sont gratuites. On n'a pas remis en question le principe de gratuité. C'est pour ça que cette politique, on aimerait bien qu'elle soit implantée à la métropole. Il y a forcément quelqu'un qui paye. Oui. Il y a forcément, bien entendu. Non mais on est d'accord, mais c'est pas la même chose, disons, d'avoir des activités qui soient effectivement financées par la collectivité et effectivement sur l'ensemble de l'impôt local que de faire participer les familles. Ce choix, il a été fait sur un certain nombre de tarifs. La restauration, c'est pareil. Il faut quand même que vous ayez à l'esprit que le premier tarif de restauration, c'est 47 centimes d'euros. Un repas à 5 composantes avec plus de 50% de produits bio ou labellisés. Bon, le deuxième tarif de restauration, c'est 1,07 €. Donc, en caricature, je dis, allez faire manger vos enfants à la maison pour 1,5 € ou 1 €. Et il y a 46% des familles à Nîmes qui paient ou le premier ou le deuxième tarif.
Voilà. Donc mais tout ça, c'est parce que c'est la sociologie de la ville. Donc, dans les choix politiques qu'on fait, il est extrêmement important qu'on prenne en compte cette dimension sociologique de la ville. Voilà. Alors, effectivement, oui, il y a quelqu'un qui paie, mais ce n'est pas les familles directement, ou en tout cas à minima. Voilà, ce sont des choix politiques, et donc ils sont parfaitement assumés par le maire et son équipe. Juste pour préciser, le financement aussi de la CAF sur le périscolaire, le financement de la CAF sur le périscolaire se fera par enfant présent à l'activité. Donc ce sera une comptabilité très précise du périscolaire pour permettre un financement. Vous devinez déjà la facilité de la chose, hein, par enfant et par activité. Ça va être simple, ça va être très très simple. Oui, moi je voulais simplement féliciter le service éducation de la ville de Nîmes parce qu'on voit là un travail considérable, d'une précision vraiment. Vous écoutez Thierry? Je connais bien le. Et c'est vrai que moi, je me dis que quand on a fait un travail comme ça permet à tout le monde de se mettre autour et de travailler ensemble. Moi, c'est toujours mon désir profond, c'est qu'on travaille tous ensemble pour une amélioration des choses, parce que ça, il s'agit de notre jeunesse et que c'est important. Donc voilà, merci à vous tous, parce que vraiment, vous avez fait là du bon travail. J'espère qu'il va servir. Il va servir le service. Nous sommes délibérément optimistes. Voilà. Cet éclairage était important et ça permet aussi de voir que la réforme des rythmes scolaires, lorsqu'une commune l'organise, je dirais, un peu à la volée, c'est pas la même chose que lorsqu'il y a une cohérence derrière d'un projet éducatif territorial. C'est pour cette raison sans doute qu'il y a beaucoup de mairies qui ont choisi de prendre un petit peu de temps, qui ne l'ont pas organisé d'emblée. On a pu voir que c'est important de prendre du temps et que c'est quelquefois difficile d'organiser les choses très, très rapidement. Merci encore à monsieur Raymond et à monsieur Léoufre que nous avons vu cette année au matinal. Avec plaisir. On espère qu'on vous reverra peut-être. Je voudrais peut-être laisser Monsieur Bernard, vous souhaitez peut-être une bonne année, je ne sais pas. Si vous le voulez, vous laisserez votre adresse. Non, je voulais vous poser la question, si ça ne vous dérange pas. C'est... Il y avait encore une petite question. Une petite question rapide. C'est en tant qu'inspecteur d'académie que je vous posais la question. Oui. Oui, vous avez oublié complètement. D'après vous, cette réforme des rythmes scolaires, bon, elle existe, elle est votée, on est dans l'obligation de l'appliquer, mais vous, pour les enfants, d'après vous, alors là, on n'a pas. Est-ce que... Non, Bon, d'accord. Mais je peux bien vous en dire deux mots, on va parler. Bon, alors je profite pour conclure de rappeler quand même que les UDAF, au sein de l'Union nationale des associations familiales, ont toujours souhaité une réforme justement sur l'éducation et le projet éducatif, comment on appelle ça, le rythme scolaire, sur le rythme scolaire. Alors, cette réforme arrive. Alors c'est sûr que, comme vous l'avez dit, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et ça ne sera pas si évident que ça. Moi, je tiens à vous féliciter pour votre intervention, pour le travail que vous avez fait avec les services, mais je tiens aussi à vous adresser à la ville de Nîmes, d'avoir tenu compte des familles et de ne pas pénaliser les familles. Parce qu'on sait qu'à certains endroits, on demande une participation des familles. Et là, vous l'avez évoqué, que ce soit pour la cantine, mais que ce soit aussi pour toutes les activités. Et là, toutes les familles sont concernées et nous ne pouvons qu'approuver cette démarche. Alors, ce qui sera intéressant de faire, c'est de faire un bilan. Alors, je ne sais pas au bout de combien de temps, mais ça serait bien de faire un bilan. Quelqu'un a parlé de Sommières,
Moi j'ai les petits-enfants à Sommières et déjà on voit comment ça fonctionne, ce qui est bien et ce qui est moins bien. Donc peut-être que dans un an ou deux, il faudra faire le point. Voilà. Donc on vous réinvitera. À quel titre, Monsieur le Président? Suivant le vent, on vous choisira quand même pour un petit coupon. Écoutez, en tout cas, ce qui est principal, c'est que ce soit mis en place. J'en profite pour vous remercier, tous les fidèles qui viennent une fois par mois. Et j'espère que vous continuerez. Le prochain thème, je ne sais pas si... La famille et les impôts. Voilà. Bon, alors là aussi, ça fâche. Je vous souhaite à tous et à tous une très très belle année. Même le mariage. Pardon, je suis dans avec les On en a parlé.